let's just start with, Jim, you and we're both fathers. We're sons, we're siblings. This is a terrible tragedy, a senseless tragedy. Lives were lost. The truth is, it's disrespectful to the victims and the families to point the finger at entertainment. Entertainment is part of people's daily joy, and it's consumed worldwide, and it's the same worldwide. Gun violence is uniquely American, and that has to change, and that will only change if we address the real issues. Rockstar Games, 2K, Private Division, Zynga, GTA, Red Dead, Max Payne, Midnight Club, LA Noire, Borderlands, Mafia, BioShock, Civilization, NBA 2K, WWE 2K, The Outer Worlds, Hades, Holy Holy World, Farmville, Merge Magic. En seulement 30 ans, Take-Two Interactive est devenue l'une des entreprises les plus lucratives et les plus puissantes de l'industrie du jeu vidéo avec seulement 4 labels. Alors que la société de Ryan Brandt, fondée en 1993, a connu des périodes difficiles, passant au bord de la faillite au début des années 2000, Take-Two Interactive n'a pas chaviré pour connaître une montée en puissance impressionnante à partir de la fin des années 2000, notamment grâce à Rockstar et GTA. Découvrez dès maintenant l'histoire de cette société pour comprendre qui est Take-Two Interactive. C'est le 30 septembre 1993 que Take-Two Interactive est fondée par Ryan Brandt. La société américaine fêtera donc ses 30 ans à la fin de l'année. Fils de Peter Brandt, le directeur des médias et copropriétaire du magazine Interview, Ryan Brandt termine ses études à l'âge de 20 ans en mai 1992 après avoir obtenu ses diplômes au sein de la Hotchkiss School et de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Ryan va commencer sa jeune carrière aux côtés de son père pendant une année. Il est ainsi directeur de l'exploitation chez un éditeur de livres illustrés. Mais ce n'est pas la vie envisagée par Ryan, ce dernier ne souhaite pas bénéficier des avantages liés au statut de son père. Il veut tracer sa propre voie et se lancer dans l'industrie du jeu vidéo. En août 1993, il quitte donc ses fonctions pour voler de ses propres ailes. Grâce à des investisseurs privés proches de sa famille, Ryan Brandt va créer Take-Two le 30 septembre 1993 avec un premier capital de 1,5 million de dollars. Ryan, alors âgé de 21 ans, devient PDG. L'homme est accompagné par deux amis, John Atinori et Mark Seremet. Le premier siège social de Take-Two s'installe dans la ville de Latrobe en Pennsylvanie. Au début des années 90, le jeu vidéo est en plein essor.
Officiellement lancé après la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 50 grâce aux travaux de Ralph Baer, inventeur de la Brown Box considérée comme la toute première console de jeux vidéo branchée sur un moniteur, le jeu vidéo s'est popularisé dans les années 70. Grâce à des éditeurs comme Atari, Activision et Nintendo, les jeux vidéo ont commencé à faire parler d'eux avec l'arrivée des salles d'arcade et des bonnes d'arcade au Japon. Space Invaders, Pong, Pac-Man et Donkey Kong seront les premiers gros hits qui marqueront l'histoire du jeu vidéo. À la fin des années 70 et au début des années 80, le jeu vidéo représente le nouvel Eldorado mondial. Dès qu'une entreprise se lance dans le jeu vidéo, cela se solde par un succès et des millions de dollars de bénéfices. De nouvelles sociétés vont se joindre à la bataille comme Sega, d'autres vont être créées comme Electronic Arts. Entre 1979 et 1982, ce sont des centaines de sociétés qui voient le jour et des milliers de jeux qui vont être développés. Le souci, c'est que cette surproduction ne permet pas d'assurer une qualité digne de ce nom. Des centaines de sociétés et des dizaines de consoles quasiment inconnues aujourd'hui vont voir le jour. La plupart des jeux se ressemblent et sont des plagiats ratés des gros hits qui ont déjà réussi à se faire un nom. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. En 1983, c'est l'effondrement du jeu vidéo. La quasi-totalité des entreprises qui se sont lancées dans le jeu vidéo vont faire faillite. Les grandes enseignes de magasins de jouets comme King Jouets se retrouvent avec des centaines de jeux et de consoles invendus. À cette époque, tout porte à croire que l'ère du jeu vidéo touche déjà à sa fin et que l'histoire, qui promettait d'être belle, va subitement s'arrêter, victime de la soif de richesse des entrepreneurs qui ont pensé bien plus au profit qu'à la qualité. Alors que tout semble perdu, un homme va tout changer. Cet homme, c'est Shigeru Miyamoto. Jeune designer chez Nintendo, Miyamoto est le créateur de Donkey Kong et d'un certain Jumpman qui deviendra Super Mario. Malgré l'énorme crise qui touche le jeu vidéo, Nintendo travaille sur sa nouvelle console et Miyamoto est chargé de développer le jeu phare de cette dernière. En 1985, la Nintendo NES et Super Mario Bros sortent et vont littéralement sauver l'industrie du jeu vidéo. La NES et Mario deviennent un phénomène de société et l'industrie du jeu vidéo repart après 2 années de crise alors que tout portait à croire que c'en était déjà fini. 2 ans plus tard, Miyamoto va sceller le sort de l'industrie du jeu vidéo avec la création de The Legend of Zelda. L'industrie du jeu vidéo était définitivement sauvée. Cette industrie ne sera plus jamais inquiétée et depuis 1985, le jeu vidéo aura connu la plus grosse croissance. Aujourd'hui, le jeu vidéo est une industrie plus rentable que celle du cinéma et de la musique cumulée. Au début des années 90, cela fait donc moins de 10 ans que l'industrie est sauvée. Nintendo et Sega brillent et dominent le monde du gaming. De nouvelles sociétés naissent comme Ubisoft, Naughty Dog ou encore Bethesda. Cette fois, les investisseurs sont beaucoup plus prudents et moins gourmands et les sociétés font les choses bien. Au début des années 90, c'est donc une période idéale pour se lancer. Et ça, Ryan Brandt l'a bien compris. L'idée est donc de racheter de nombreuses sociétés, peu chères mais prometteuses, et de sceller des partenariats pour coéditer et coproduire des jeux. Au cours de ces premiers mois, Tech2 rachète la société Inter-Optica et s'associe avec GameTech pour l'édition de 5 jeux. Le premier jeu édité et développé par Tech2 sort en septembre 1994, seulement 1 an après la création de l'entreprise. Il s'agit de Star Crusader qui remporte un joli petit succès. Ce jeu était une simulation de combat spatial dans lequel les joueurs incarnaient Roman Alexandria, un pilote d'élite pour l'Empire Goréné dans leur conquête pour prendre le contrôle de la faille d'Ascalon. Par la suite, d'autres titres vont voir le jour comme Hell, a cyberpunk thriller, toujours en 1994, ou Reaper en 1996. Tech2 se sert de l'argent gagné pour recruter de véritables acteurs pour les faire participer au développement de leur jeu. Grâce à ses premiers succès, Tech2 va sceller de nouveaux partenariats dont un très important à la fin de l'année 1994 avec Acclaim, lui permettant de collaborer sur la distribution de plusieurs jeux Tech2 mais également avec la possibilité d'exporter les jeux en dehors des États-Unis. Au début de l'année 1995, Tech2 réalise un partenariat avec Sony Computer Entertainment pour obtenir des droits d'adaptation des jeux sur la nouvelle PlayStation. Seulement 1 an et demi après son lancement, Tech2 commence à prendre de l'ampleur. Les bureaux de l'entreprise déménagent et quittent la Pennsylvanie pour venir s'installer à New York. Les bureaux de Latrobe ne sont pas abandonnés pour autant et vont même être agrandis. Au début de l'année 1996, moins de 3 ans après son lancement, le capital de l'entreprise dépasse déjà les 10 millions de dollars. C'est à partir de ce moment-là que Ryan Brandt souhaite développer son entreprise en rachetant ses premiers gros studios pour concevoir des projets plus conséquents. Le premier studio à être racheté par la firme de Ryan Brandt est donc Mission Studio, permettant à Tech2 de sortir le jeu Jet Fighter 3 sous son propre label. Mais ce n'est pas suffisant et Ryan Brandt vise encore plus haut. Le prochain objectif, c'est une entrée en bourse. Pour cela,
Take-Two fait une levée de fonds de 8,2 millions de dollars en avril 1997, lui permettant d'atteindre la bourse de Wall Street le 15 avril de la même année sous l'entité TTWO, une entité qui est toujours utilisée aujourd'hui. Lors du premier jour, une action de Take-Two coûtait 5,50$ au Nasdaq. Aujourd'hui, en moyenne, une action vaut 110 $. Grâce à cette entrée en bourse, Take-Two gagne 6,5 millions de dollars. En avril 1997, Peter Brandt, le père de Ryan, était le principal actionnaire de Take-Two avec pas moins de 25% des parts de l'entreprise grâce à sa société Bridgehampton Investitor LP. Grâce à cette grosse rentrée d'argent, Take-Two va se lancer dans une série de rachats à partir de l'été 1997. Le premier studio racheté est donc GameTech, le tout premier studio avec lequel Take-Two a réalisé un partenariat en 1994. Take-Two rachète également Alternative Reality Technologies, un studio important qui deviendra à partir de 1999 Rockstar Canada, puis Rockstar Toronto. Avec ses multiples rachats, Take-Two met la main sur de nombreuses licences et voit ses bénéfices grimper malgré les nombreux rachats. C'est pourquoi Take-Two continue de répandre son emprise en rachetant 3 sociétés de distribution de jeux vidéo pour étendre la portée de Take-Two sur le marché de la vente au détail. La firme ne cherche pas seulement à produire mais également à éditer des jeux. Inventory Management Systems, Creative Alliance Group et Alliance Inventory Management rejoignent donc les rangs de Take-Two. En septembre 1997, alors que l'entreprise n'a que 4 ans, son capital s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars et Take-Two est propriétaire de nombreux studios de développement ainsi que d'une maison d'édition. C'est au cours de cette année 1997 que Take-Two va se rapprocher de la société BMG Entertainment. Il s'agit d'un label musical qui possède une filiale de jeux vidéo nommée BMG Interactive. Mais clairement, BMG n'a pas vraiment foi en cette nouvelle industrie. Pour ne rien arranger, cela fait 4 ans que BMG Interactive est en galère avec son plus gros projet prévu pour la fin de l'année 1997. Et malheureusement, rien ne semble indiquer que les choses vont bien se passer puisque BMG songe déjà à fermer sa section interactive avant même la sortie du jeu en question. En développement depuis 1994, ce fameux jeu allait pourtant changer l'histoire du jeu vidéo. Ce jeu, c'est GTA. Finalement, BMG Entertainment attendra la fin du développement et la sortie du jeu le 28 novembre 1997 pour annoncer au début de l'année 1998 la fermeture de BMG Interactive. La sortie de GTA n'est pas brillante, le jeu va récolter des notes catastrophiques. Pourtant, le jeu sera un succès commercial au point de rapporter pas moins de 17 millions de dollars au cours de l'année 1998. Mais BMG Entertainment ne prendra pas le temps nécessaire. Suite au lancement mitigé du jeu et les notes désastreuses, BMG Interactive est sur le point de fermer. Fort heureusement, Take-Two Interactive s'est rapproché depuis plusieurs mois de BMG Interactive et notamment d'un certain Sam Houser, producteur exécutif de GTA. Take-Two est donc coéditeur du premier GTA et Ryan Brandt croit fort au projet et aux idées de Sam Houser et de son petit frère Dan. Au début de l'année 1998, Take-Two rachète le studio Blam qui faisait partie de la filiale BMG Interactive et reprend donc les droits d'édition du jeu Monkey Hero qui était en cours de développement. En mars 1998, Take-Two rachète l'intégralité des parts de BMG Interactive pour la somme de 14,2 millions de dollars et devient donc propriétaire de la licence Grand Theft Auto. BMG Interactive n'étant plus associé à BMG Entertainment, il faut donc dissoudre la filiale et repartir de zéro. Ryan Brandt fait donc appel à Sam et Dan Houser ainsi qu'à Gary Foreman, Terry Donovan et Jamie King. Ensemble, les 5 hommes vont créer le 28 décembre 1998 Rockstar Games. Avec Rockstar Games, Take-Two va créer quelque chose de jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Comme avec la musique, Take-Two va créer son empire et créer un label. La plupart de ces studios et entreprises vont peu à peu fusionner et rejoindre Rockstar. Take-Two Interactive devient clairement une maison mère qui gère le côté business et l'édition des jeux. De son côté, Rockstar Games devient le studio d'édition et de développement des jeux. Pour ce qui sont des autres studios qui ont été rachetés par Take-Two, ils vont peu à peu rejoindre les rangs de Rockstar en tant que nouvelle filiale. C'est le cas de Alternative Reality Technologies, racheté en 1994, qui sera renommé en 1999 Rockstar Canada, puis Rockstar Toronto en 2002. Au cours de l'année 1998, Take-Two cherche à renforcer sa capacité de distribution. L'entreprise va ainsi racheter de nombreuses sociétés de distribution aux USA et en dehors pour faciliter l'exportation des jeux. C'est également cette année-là que Take-Two rachète Tarantula Studios. Cette entreprise sera renommée par la suite Rockstar Lincoln. Take-Two n'oublie pas son principal objectif, le développement de jeux. Grâce à l'énorme succès de GTA, Rockstar Games et Sam Houser souhaitent surfer sur le succès. Le pari du premier GTA était un véritable pari gagnant de la part de Sam Houser. BMG Interactive ayant très peu de moyens, le studio était en retard techniquement et graphiquement.
Avant même la sortie de GTA, tout le monde savait que le jeu ne serait pas à la hauteur. C'est pourquoi Sam Houser a décidé de créer un jeu à contre-courant proposant un jeu immoral donnant la possibilité aux joueurs de jouer le rôle du bandit. Une vision assez lointaine des jeux bien pensants qui plongent le joueur dans la peau de véritables héros qui faisaient le bien et sauvaient le monde. Avec GTA, Sam et ses équipes proposaient aux joueurs de voler des voitures, de tuer n'importe qui, d'écraser des passants, de tuer des policiers, de faire les plus gros délits dans 3 villes gigantesques. Les équipes savaient que le jeu allait prendre de sales notes à cause de ses graphismes datés et de son gameplay clairement pas à la hauteur des autres productions. Mais Sam savait aussi que la polémique et le côté illégal allaient attirer la convoitise des joueurs. Et il avait vu juste. GTA sera très mal reçu de la part de la presse avec des notes catastrophiques, mais il sera un succès commercial, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et permettant à Rockstar d'empocher plus de 17 millions de dollars rien que sur l'année 1998. Pour générer encore plus d'argent, Sam Houser décide de se lancer dans la production d'un pack d'extensions avec GTA London 1969 au cours de l'année 1998. Grâce à ce projet, Rockstar allait pouvoir surfer sur le succès de GTA en proposant du contenu supplémentaire à bas coût. En effet, s'agissant d'une extension, Rockstar va reprendre le moteur graphique et le gameplay du premier GTA, gagnant ainsi beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur la conception du titre. Pendant la production de GTA London 69, les travaux débutent autour de GTA 2 du côté de chez DMA Design. GTA London 1969 sort finalement en avril 99 et le pari de Sam Houser sera une nouvelle fois payant. Bien que l'extension ne remporte pas autant d'argent et autant de succès que le GTA original, l'extension sera un petit succès permettant à Rockstar de gagner encore quelques millions de dollars en n'ayant investi quasiment rien dans le développement. En parallèle, Take-Two ne perd pas de vue ses objectifs. L'entreprise de Ryan Brandt rachète DMA Design, les développeurs de GTA qui sont également les créateurs de la licence Lemmings. En 1999 toujours, Take-Two investit dans les Microsoft Game Studios pour sceller des partenariats. Take-Two va donc investir de l'argent dans l'entreprise Gathering of Developers qui travaille sur plusieurs jeux dont Railroad Tycoon 2, Darkstone ou encore Fly. Take-Two a également investi de l'argent du côté de chez Bungie qui était en plein développement du premier Halo. En 1999, DMA Design, récemment acquis par Take-Two, sort Wild Metal qui était en développement en parallèle de GTA London avant le rachat de Take-Two. Au fil des mois, la stratégie de la société de Ryan Brandt prend forme. Take-Two est la maison mère qui gère le business. Rockstar Games est l'éditeur et le développeur principal des jeux de la firme. DMA Design, Rockstar Canada, Tarantula Studios et les autres sociétés rachetées par Take-Two développent des titres qui seront tous édités par Rockstar. Dans un même temps, Take-Two et Rockstar savent que pour marquer l'industrie du jeu vidéo, ils doivent engendrer des millions de dollars pour créer le jeu qui allait tout changer. C'est pourquoi Rockstar et Take-Two vont tout miser sur l'édition. En 1999, Rockstar Games va donc sortir pas moins de 7 projets. 4 en tant qu'éditeur et développeur avec GTA London 1969 en avril 1999, Wild Metal en mai 1999, l'extension gratuite GTA London 1961 en juin et GTA 2 en octobre 1999. 3 en tant qu'éditeur seulement avec Monster Truck Madness sur Nintendo 64 en juillet, Evil Knievel sur Game Boy Color en novembre et Earthworm Jim 3D sur Nintendo 64 en décembre 1999. Depuis sa création il y a moins d'un an, Rockstar a déjà signé 7 productions dont 2 énormes succès avec GTA et GTA 2. Pour les autres projets, ils sont en partie issus de collaborations qui auront demandé à Rockstar que très peu d'investissement. C'est pourquoi c'est au cours de cette année 1999 que le développement de GTA 3 débute. L'objectif est enfin de marquer l'histoire du jeu vidéo avec la nouvelle PlayStation 2 qui se profile à l'horizon. En attendant, Take-Two et Rockstar vont poursuivre leur stratégie et l'année 2000 va clairement repartir sur les mêmes bases que 99 avec pas moins de 5 projets. Cette fois, Rockstar se chargera principalement de l'édition avec une très faible implication dans le développement de certains titres. En février 2000 sort Thrasher Skate and Destroy, développé par Z-Axis sur PlayStation. En novembre 2000 sort la double compilation Austin Powers sur Game Boy Color. Rockstar Games se chargera uniquement de l'édition, le développement étant confié à Tarantula Studios, un autre studio de Take-Two. Enfin, en novembre 2000 toujours, Rockstar va collaborer avec Angel Studios sur l'édition de Midnight Club et de Smuggle Run. En 1999 et 2000, Take-Two va se rapprocher de plusieurs studios pour préparer l'avenir et commencer à signer des accords pour de gros projets d'édition. Remedy et Rockstar vont ainsi collaborer sur le développement d'une nouvelle licence ambitieuse qui sera dévoilée lors de l'E3 1999, Max Payne. Cette même année, Rockstar signe un accord avec Bungie pour la collaboration sur une nouvelle licence, Oni.
Lors de l'E3 2000, Rockstar Games présentera en Behind Closed Doors la première version de GTA 3 sur PS2. Et ce sera la douche froide. Le jeu étant en phase bêta, il ne séduira pas la presse qui vont littéralement se moquer des équipes des frères Hauser, ne croyant pas du tout au succès de GTA et laissant sous-entendre que l'arrivée en 3D de la licence ne serait pas plus réussie que les jeux de l'ère 2D. Une réception et un jugement qui ne sera pas du goût de Sam Hauser et des équipes de Rockstar qui vont alors s'éloigner de la plupart des gros salons de jeux vidéo. En 2001, Take-Two et Rockstar poursuivent leur stratégie. Cette année-là, 6 jeux Rockstar seront publiés, seulement un sera édité et développé par Rockstar. Les autres projets seront uniquement le fruit de collaborations avec Surfing H3O et Oni en janvier 2001, Max Payne en juillet, The Italian Job en octobre et Smuggler's Run 2, Hostile Territory en novembre. Cette année-là, Rockstar commence à se faire un nom, notamment avec la sortie de Max Payne qui reste l'un des plus gros hits de l'année 2001. Mais c'est clairement avec GTA 3 le 23 octobre 2001 que Rockstar va mettre tout le monde d'accord. Le jeu va devenir l'un des titres les mieux notés de l'année 2001 avec un score record de 97% sur Metacritic. De nombreux magazines vont lui décerner le titre de meilleur jeu de l'année. GTA 3 sera le jeu le plus vendu de cette année 2001 dans la plupart des territoires, réussissant l'exploit d'écouler 2 millions d'unités entre sa sortie en octobre et le 31 décembre 2001. Seulement 4 ans après sa création, Rockstar fait déjà partie de l'histoire et cette dernière venait juste de débuter. Avec son côté ultra réaliste pour l'époque, GTA 3 s'attire les foudres de nombreux médias, journalistes et associations de consommateurs, bien plus que les deux premiers GTA. Mais à cette époque, Take-Two s'en fout et une somme importante est alors directement investie pour développer la suite de GTA 3. En 2001, Take-Two compte plus de 650 employés et son chiffre d'affaires culmine à plusieurs centaines de millions de dollars alors que l'entreprise n'a même pas 10 ans. Ryan Brandt démissionne de son poste de PDG pour rejoindre le poste de président de Take-Two. Kelly Sumner le remplace ainsi en tant que PDG de l'entreprise. En 2002, Rockstar et Take-Two continuent sur la même voie. DMA Design rejoint officiellement le label Rockstar et se renomme Rockstar North. 2002 toujours, Take-Two rachète Barking Dog Studio qui sera renommé Rockstar Vancouver. En février sort State of Emergency, le 18e jeu de Rockstar qui est encore une fois le fruit d'une collaboration avec Vice Entertainment, un studio avec qui Rockstar avait déjà travaillé en 1999 sur le développement de Monster Truck Mania 64. En 2001 et 2002, Rockstar va énormément se rapprocher d'Angel Studio avec qui ils vont multiplier les projets. Ainsi, après Midnight Club et Smuggler's Run en 2000, Smuggler's Run 2 en 2001, Rockstar et Angel Studio sortent Smuggler's Run Warzone sur GameCube en octobre 2002 et Midnight Club 2 en novembre 2002. La collaboration entre Angel Studio et Rockstar est tellement forte que Take-Two rachète le studio cette année-là pour l'intégrer directement dans les rangs de Rockstar sous son nouveau nom, Rockstar San Diego. Une décision qui ne plaira pas à Sam Hauser qui ne voulait pas de ce rachat et qui ne croyait pas au potentiel de Rockstar San Diego. Le studio sera donc laissé de côté et son intégration sera longue et difficile au sein de la famille Rockstar.
Dès cette année 2002, le studio est placé sur la pré-production d'Agent, une nouvelle licence Rockstar. En parallèle, le studio est chargé de commencer les travaux autour d'un moteur graphique qui permettra à Rockstar d'utiliser ses propres ressources plutôt que de payer le moteur graphique d'une autre entreprise. Mais bien entendu, le gros carton de l'année 2002, ce sera un autre titre. Le 29 octobre 2002 sort le premier jeu de Rockstar North, GTA Vice City. Après l'incroyable succès de GTA 3, tout le monde se disait que Rockstar avait réussi son exploit. Comme de nombreux petits studios, Rockstar était parvenu à réaliser son gros jeu et il y avait peu de chances qu'un second exploit intervienne. Et pourtant, un an seulement après la sortie de GTA 3, Rockstar Games et Rockstar North sortent GTA Vice City et parviennent à faire encore mieux que GTA 3. Le développement de Vice City a commencé pendant la production de GTA 3. À la base, Rockstar souhaitait faire comme avec GTA London et proposer un pack d'extensions. Finalement, le projet a pris de l'ampleur pour devenir un jeu à part entière et le plus cher de l'histoire de Rockstar, avec 5 millions de dollars de budget pour son développement. Dès sa sortie, le jeu est un véritable succès critique et commercial. Encore une fois, il devient l'un des titres les mieux notés de l'année avec un score métacritique de 95%. Pour la deuxième année consécutive, Rockstar place l'un de ses jeux en tête des ventes puisque Vice City sera le jeu le plus vendu de l'année 2002. 500 000 unités seront vendues en 24 heures seulement. En 2 jours, GTA Vice City est déjà largement rentabilisé avec 1,4 million de jeux vendus. C'était du jamais vu à l'époque, permettant à Rockstar d'obtenir un record avec le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire à cette époque-là. En moins de 2 mois, le jeu s'écoulera à plus de 3 millions d'unités. Rockstar entrait un peu plus dans l'histoire. C'était du jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là. Et ce succès a de quoi rendre fou la plupart des associations et des médias qui commencent à manifester et se mobiliser contre Rockstar pour leur interdire de vendre des jeux vidéo. Mais là encore, à l'époque, Rockstar et Take-Two rigolent et comptent leurs billets. Les deux firmes souhaitent prendre leur temps et abandonner les projets mineurs comme Treasure, Austin Power, Monster Truck Madness ou encore State of Emergency pour ne proposer que des jeux de qualité. L'année 2003 est donc un moment important où Rockstar va ralentir la cadence, permettant aux différents studios de produire leurs jeux aux côtés de Rockstar Games. De son côté, Take-Two prépare son avenir. En 2003, alors que la société de Ryan Brandt se prépare à fêter son 10e anniversaire, l'entreprise commence déjà à faire partie des plus grands. Le capital de la société dépasse le $1 milliard, notamment grâce au succès de GTA 3 et de GTA Vice City. Une partie de l'argent va donc être investie dans le nouveau gros projet de Rockstar Games qui est déjà en développement depuis plusieurs mois. Ce projet, c'est GTA San Andreas. Malheureusement, la réalité va brutalement venir frapper Rockstar et Take-Two dès le mois de juin 2003. Alors que Vice City est un succès incroyable approchant déjà des 4 millions d'exemplaires, le jeu fait la une de tous les JT aux USA. Et malheureusement, ce n'est pas pour parler des ventes stratosphériques du titre. Le jeune garçon Devin Moore, âgé de seulement 18 ans, a tué par balle 2 policiers dans l'état de l'Alabama. Lors de son audition, après son arrestation, le jeune homme a déclaré « La vie est comme un jeu vidéo. Tout le monde doit mourir un jour. » faisant plusieurs fois allusion à GTA Vice City. Le jeu ayant été retrouvé dans les affaires du jeune homme lors de sa perquisition, Rockstar est directement impliqué dans l'affaire et l'avocat Jack Thompson intervient, bien décidé à faire plonger Rockstar et Take-Two. Une poursuite de 600 millions de dollars a été déposée contre Rockstar Games et Take-Two Interactive qui sont les créateurs du jeu, mais également contre Sony Computer Entertainment, les fabricants de la PS2, console sur laquelle le jeu était vendu, ainsi que GameStop et Walmart, les principaux revendeurs. Selon Jack Thompson, ce sont les principaux responsables qui ont glissé entre les mains du jeune Devin Moore cette arme virtuelle, l'ayant entraîné et influencé à commettre l'irréparable. Un long procès débute et promet de s'étendre sur plusieurs années, laissant Take-Two et Rockstar dans le flou. Malgré cette affaire qui va forcément tendre les équipes, Rockstar et Take-Two doivent poursuivre leur business. Cette année-là, le studio Neo Software Production, racheté en 2001 par Take-Two, rejoint officiellement le label Rockstar et se renomme Rockstar Vienna. Le temps est désormais compté pour Take-Two. Avec un capital qui culmine à $1 milliard, la perte du procès dans l'affaire Devin Moore pourrait avoir des retombées dramatiques. L'entreprise doit donc produire et collaborer pour se mettre à l'abri, d'autant plus que les frais d'avocat coûtent également de l'argent. Fort heureusement, plusieurs jeux sont en développement depuis plusieurs mois. Des jeux Rockstar mais également des collaborations. L'année 2004 promet d'être importante pour les deux firmes.
Cela commence par deux grosses sorties dès la fin de l'année 2003. Max Payne 2 arrive en octobre 2003, toujours en partenariat avec Remedy. Dès le mois de novembre, c'est Manhunt, la nouvelle licence de Rockstar North qui arrive sur PS2. Hélas, les ventes de Manhunt sont tout juste à la hauteur des attentes et les revenus partagés de Max Payne 2 ne sont pas suffisants. Rockstar va donc devoir passer la seconde. Au cours de l'année 2003, Capcom travaillait sur un jeu de western qui allait proposer aux joueurs de prendre part à un jeu de cow-boy au Far West avec des pouvoirs magiques. Mais les premiers travaux autour du jeu n'ont pas vraiment convaincu les investisseurs et le projet fut abandonné et racheté par Take-Two pour être confié à Rockstar San Diego. En juin 2004 sort donc Red Dead Revolver, le premier opus de la saga Red Dead qui s'écoulera à quelques millions d'exemplaires sur PS2 et Xbox, n'atteignant pas les objectifs de vente. En octobre 2004, une équipe de Rockstar North sort GTA Advance, un GTA spécialement développé pour la Game Boy Advance qui se soldera également par un échec critique et commercial. Alors que Rockstar et Take-Two ont besoin de réaliser de gros scores, les deux premières sorties de l'année s'avèrent être bien décevantes. Fort heureusement, le 29 octobre 2004 arrive, et ce jour-là, Rockstar marque une nouvelle fois l'histoire du jeu vidéo. Oh shit, here we go again. Après 2 ans de développement, le plus ambitieux, le plus cher et le plus gros projet de Rockstar déboule en exclusivité sur PS2. Et clairement, personne n'était prêt pour le véritable tsunami que va être GTA San Andreas. On retrouve aux commandes la même Dream Team avec Sam Houser en producteur exécutif, Dan Houser en tant que producteur et scénariste, Leslie Benzies en tant que producteur et directeur de projet chez Rockstar North, mais également Aaron Garbut, Terry Donovan et Gary Foreman. Rockstar à son sommet. Le développement très court de Vice City avait frustré les équipes de Rockstar qui n'avaient pas pu réaliser toutes leurs envies et qui avaient donc dû faire de nombreuses concessions. Avec GTA San Andreas, Rockstar propose son GTA ultime. Cette fois, ce n'est pas 5 millions de budget mais 10 millions, ce qui est tout simplement gargantuesque à l'époque. Pour ce titre, le travail de recherche aura été extrêmement poussé avec des équipes de Rockstar qui sont allées directement au cœur des plus dangereux gangs de Los Angeles pour découvrir les codes de la rue. D'ailleurs, une grande partie des acteurs ayant participé au doublage et à l'écriture de San Andreas étaient de véritables membres de gangs. Rockstar voulait une expérience hors du commun et parfaitement fidèle. Les membres de gang avaient ainsi la liberté de pouvoir changer les dialogues et rajouter des expressions pour rendre les dialogues et le jeu plus crédibles. Rockstar a même réalisé le documentaire Sunday Driver pour montrer son travail de recherche au sein du gang de Majestics de Compton à la découverte de la culture Lowriders. GTA San Andreas est tout simplement un phénomène. Le jeu va récolter une note moyenne de 95% sur Metacritic et sera décerné jeu de l'année aux Spike Video Games Awards 2004. Rockstar repart donc avec son tout premier GOTY de l'année, seulement 1 an après la création de la cérémonie. Du côté des ventes, les chiffres sont à peine croyables, le jeu va être rentabilisé en seulement quelques heures. En moins d'une semaine, ce sont 2 millions de jeux qui ont été vendus. En seulement 8 jours, GTA San Andreas a déjà rapporté plus de 235 millions de dollars, soit un bénéfice net de 225 millions de dollars. GTA San Andreas explose donc le record établi par Vice City sur la vitesse des ventes et devient, en seulement 2 mois, le jeu le plus vendu de l'année 2004. A ce jour, GTA San Andreas est le jeu le plus vendu de l'histoire de la PS2 avec plus de 28 millions de copies vendues. En 2009, le Guinness Book des records lui remet un prix en le considérant comme le jeu le plus réussi de la PS2. C'est à ce moment-là que Rockstar commence à se faire appeler la firme étoilée et c'est également à cette période que les magazines et les sites spécialisés de jeux vidéo vont commencer à parler de GTA-like pour désigner tous les jeux en monde ouvert. L'humiliation était ainsi totale pour les jeux concurrents comme Driver qui se voyaient être listés dans la catégorie des GTA-like. Malgré ce succès planétaire, GTA San Andreas n'a rapporté qu'un tiers de la potentielle amende encourue en cas de perte du procès, sans compter bien entendu les frais d'avocat. Take-Two et Rockstar ne doivent pas se relâcher et de nouveaux achats de studios sont réalisés. En 2004, Take-Two rachète Mobius Entertainment Limited qui devient Rockstar Leeds. Avec l'arrivée de la PSP, un nouveau marché s'offre à Rockstar et Take-Two, celui des consoles portables. Le rôle de Rockstar Leeds sera donc de produire des jeux pour ses supports. En 2004 toujours,
Take-Two avait envisagé de racheter Vivendi Universal Games pour la coquette somme de 1 milliard de dollars. Mais ce projet n'aboutira finalement pas vu l'instabilité de la situation. À la place, Take-Two rachète les droits de la licence Civilization pour 22,3 millions de dollars. L'année 2005 commence sur les mêmes bases. Take-Two adopte une stratégie très agressive et va faire un pari osé en multipliant les achats. Dès le début de l'année, 80 millions de dollars sont investis pour l'achat de nouveaux studios comme Visual Concepts et Kush Games auprès de Sega. Des studios alors spécialisés dans le développement de jeux de sport. Un coût judicieusement calculé par Take-Two qui avait obtenu quelques mois plus tôt l'exclusivité avec Electronic Arts sur le développement des jeux de football américains. Take-Two sait qu'il doit absolument gagner de l'argent pour se mettre à l'abri. Ainsi, Ryan Brandt va tout simplement repartir de zéro. En 1998, avec la création du label Rockstar Games, il est parvenu à créer un empire en développant des jeux de classe mondiale, passant d'une dizaine de millions de dollars de capital à plus d'1 milliard. Ainsi, le 25 janvier 2005, Take-Two fonde son deuxième label, 2K. De nombreux studios rachetés qui ne faisaient pas encore partie du label Rockstar rejoignent donc le label 2K. Avec Rockstar Games, Take-Two dispose d'un label premium bien en place, voué à créer des jeux très ambitieux. Avec 2K, Take-Two repart de zéro avec son nouveau label qui sera composé de petits studios indépendants ou des studios déjà acquis qui n'ont pas été voulus par les frères Hauser pour rejoindre Rockstar. Ainsi, dès le mois de janvier 2005, Take-Two déplace de nombreux studios, jeux en développement et licences déjà existantes dans le label 2K comme Indie Built, Venom Game, Pop Top Software, Frog City Software ou Take-Two Listening. Mais Take-Two ne compte pas faire de ce second label un petit projet, les ambitions sont au moins aussi grandes que Rockstar. C'est pourquoi l'énorme licence Civilization fraîchement rachetée va directement intégrer ce nouveau label. Dès novembre 2005, de nouveaux rachats sont effectués dont l'acquisition de Firaxis Games pour 27 millions de dollars qui va rejoindre 2K afin de devenir les nouveaux développeurs de Civilization. C'est également en novembre 2005 qu'est fondé le studio Rockstar London pour prêter main forte aux autres studios Rockstar sur le développement de plusieurs jeux dont un certain Manhunt 2. En 2005, ce sont également 4 jeux Rockstar qui vont voir le jour dont Midnight Club 3 en avril et The Warriors en octobre. Ce titre était d'ailleurs prévu pour 2004 et il fut reporté pour permettre à Rockstar Toronto d'aider Rockstar North sur le développement de GTA San Andreas. C'est cette année-là que le premier GTA arrive sur PSP avec Liberty City Stories. Et là encore, le jeu sera un énorme succès. En 2005, c'est également la sortie de GTA The Trilogy qui permettait aux joueurs d'acheter un pack comprenant GTA 3, Vice City et San Andreas sur PC et Xbox. Il faut dire que ces deux supports n'avaient pas eu la chance de recevoir ces jeux dès leur sortie, Sony ayant négocié un partenariat d'exclusivité temporaire. Ainsi, c'est le 10 juin 2005, soit 9 mois après sa sortie sur PS2, que GTA San Andreas arrive sur PC et Xbox. Alors que cette sortie s'annonçait comme une fête, elle va très vite virer au cauchemar pour Rockstar et Take-Two. Quelques jours après la sortie du jeu sur PC, au milieu du mois de juin 2005, le modeur néerlandais Patrick Windenborg découvre le mode du hot coffee dans les fichiers cachés du jeu. Après quelques heures de bidouillage, le modeur parvient à activer le mode et publie une vidéo sur YouTube, la fameuse plateforme de vidéo en ligne qui avait ouvert 4 mois plus tôt. En seulement quelques heures, et bien qu'Internet à l'époque n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, la vidéo devient virale cumulant des milliers de vues. L'affaire dépasse la limite du jeu vidéo. En plus des médias, des associations de consommateurs, l'affaire devient un véritable enjeu politique. Toute l'industrie se retourne contre Rockstar qui ternit l'image du jeu vidéo. Le SRB, l'organisme de classification, accuse Rockstar d'avoir caché du contenu pornographique dans son jeu pour garder la mention mature et ne pas basculer dans la mention adult only. Jack Thompson lance un second procès contre Rockstar pour condamner et faire fermer la société. La politique se retourne contre Rockstar et accuse les jeux vidéo d'être responsables de la montée des violences chez les jeunes. L'été 2005 est un véritable enfer pour Rockstar et Take-Two. Le 20 juillet 2005, le SRB condamne Rockstar et passe GTA San Andreas en Adult Only. Il s'agissait à l'époque du seul jeu vidéo à avoir cette mention. Rockstar est condamné à retirer des rayons tous les exemplaires de GTA San Andreas n'ayant pas cette mention, avec des millions de dollars de pertes à prévoir. Le 28 juillet 2005, la Chambre des représentants des États-Unis a voté à 355 voix contre 21 pour le lancement d'une enquête de la Federal Trade Commission Act contre Take-Two et Rockstar Games dans le but de déterminer si les développeurs avaient intentionnellement induit le SRB en erreur
sur le contenu de GTA San Andreas pour éviter la mention Adult Only. Rockstar offrait donc la possibilité aux revendeurs de masquer l'ancienne version par un autocollant Adult Only ou de renvoyer des copies pour en recevoir de nouvelles avec la bonne mention. Mais certains revendeurs ont tout simplement décidé de ne plus vendre le jeu. Dans certains pays comme l'Australie, GTA San Andreas fut tout simplement interdit. Rockstar fut forcée de sortir une mise à jour sur PC pour corriger le tir. Fidèle à elle-même, la firme étoilée n'en perd pas son humour et nomme son patch Cold Coffee en août 2005. La mise à jour permet ainsi de supprimer les fichiers du Hot Coffee et ils ont dû rééditer les versions PS2 et Xbox pour proposer de nouvelles versions sans les fichiers problématiques. Un long procès débute tandis que le procès autour de GTA Vice City et Devin Moore n'était toujours pas terminé. Plusieurs recours collectifs ont été déposés contre Rockstar et Take-Two de la part d'associations. L'année 2006 commence donc sur les mêmes bases avec directement les actionnaires et les investisseurs de Take-Two qui vont jusqu'à déposer eux-mêmes un recours collectif auprès de Rockstar et Take-Two pour une mauvaise gestion de la société et divers aspects financiers qui avaient causé un impact direct et négatif sur leurs gains. Véritable descente aux enfers. L'avocat Jack Thompson ne cesse de mobiliser les politiques comme la scénariste Hillary Clinton et le sénateur Leland Yee qui vont rejoindre la cause, bien décidés à faire tomber Rockstar et contrôler encore plus durement le contenu des jeux vidéo. Au début de l'année 2006, Take-Two a déjà perdu près de 30 millions de dollars. Chaque client ayant acheté un exemplaire de GTA San Andreas avant la réévaluation de l'ESRB en Adult Only se voyait dans le droit de réclamer un remboursement de 35 dollars. De longues négociations et accords sont donc réalisés par les avocats de Take-Two pour alléger la peine et les possibles sanctions. Contrairement à l'affaire de Devin Moore, Rockstar et Take-Two savent que cette fois ils ont tout faux. Rockstar va faire un don de 860 millions de dollars à une œuvre caritative dans le cadre du règlement des sanctions. C'est donc dans ce climat très tendu et chaotique que Rockstar et Take-Two débutent l'année 2006. Pourtant, une lueur d'espoir arrive en mars. Le verdict du procès de Vice City sur le meurtre des 2 policiers par Devin Moore est terminé. Le jeune adolescent est condamné à la peine de mort tandis que Rockstar et Take-Two sont blanchis et innocentés. Mais là encore, le répit sera de courte durée. Le 5 juillet 2004, Cody Posey, un jeune adolescent de 14 ans, assassine son père, sa belle-mère et sa demi-sœur dans un ranch à Hondo, au Nouveau-Mexique. Bien qu'il ait été maltraité par son père et qu'il prenait du Zoloft au moment des faits, un puissant médicament pour lutter contre la dépression, Jack Thompson poursuit une nouvelle fois Rockstar et Take-Two au tribunal, les accusant une nouvelle fois d'être à l'origine du drame car le jeune garçon a reconnu jouer de manière obsessionnelle à GTA Vice City. Bien décidé à faire chuter Rockstar, Jack Thompson profite de l'affaire du Hot Coffee pour rassembler toutes les affaires pouvant être liées de près ou de loin à Rockstar. En septembre 2006, un nouveau procès débute avec là encore 600 millions de dollars qui pourraient être demandés à Rockstar et Take-Two. Les deux firmes n'ont pas le choix. Entre l'affaire du Hot Coffee et le procès de Cody Posey, Rockstar, Take-Two et désormais 2K pourraient bien mettre la clé sous la porte. Grâce à la création de 2K et aux nombreux studios qui composent le label, Take-Two sortira pas moins de 26 jeux en 2006, dont Top Spin 2, NBA 2K7, NHL 2K7 ou encore The Elder Scrolls 4 Oblivion en collaboration avec Bethesda. Malheureusement, sur les 26 titres, plus du 3/4 sont des jeux mineurs qui ne rapportent que quelques milliers de dollars à Take-Two. De son côté, Rockstar va publier seulement 4 jeux en 2006 avec Midnight Club 3 Dub Edition Remix, une version ultime de Midnight Club 3 avec du contenu en plus, Canis Canem Edit, une nouvelle licence qui répondra tout juste aux attentes de Take-Two, GTA Vice City Stories sur PSP, qui sera un énorme succès et qui dépassera les attentes, mais qui ne rapportera pas autant d'argent qu'un GTA sur PS2, étant donné qu'il n'y a pas énormément de PSP en circulation à ce moment-là. Et enfin, Table Tennis, qui ne devait pas être un jeu à la base. Depuis son rachat, Rockstar San Diego travaillait sur plusieurs projets. En plus de continuer la licence Midnight Club, le petit studio californien fut chargé par Rockstar de travailler sur la nouvelle licence Agent et sur un moteur graphique maison. Dès 2004, lorsque Rockstar San Diego a dû terminer le développement de Red Dead Revolver, le jeu Agent est passé entre les mains de Rockstar North. À partir de 2005, Rockstar San Diego s'est occupé du développement du fameux moteur Rage, autrement dit le Rockstar Advanced Games Engine, le moteur graphique de la firme étoilée. Les frères Sam et Dan Houser étant de vrais passionnés de tennis de table, les équipes de Rockstar San Diego, qui n'étaient pas encore totalement intégrées et acceptées par les frères Houser dans la famille Rockstar, ont eu l'idée de créer une démonstration technique en 2005 en se basant sur un jeu de tennis de table. Les frères Houser ont tellement été bluffés par la démo qu'ils ont validé cette dernière et qu'ils ont demandé à Rockstar San Diego d'en créer un véritable jeu vidéo.
Table Tennis sort en exclusivité sur Xbox 360 au mois de mai 2006. La PS2 n'étant pas assez puissante pour faire tourner un jeu sous le moteur Rage, elle n'aura pas le droit à cette exclusivité. Un an plus tard, Table Tennis sera porté sur Wii avec la détection de mouvement. Malgré tout cela, l'ambiance chez Rockstar et Take-Two est loin d'être au beau fixe. Depuis fin 2004, le développement de GTA 4 est en cours et il devrait s'agir du plus important projet de l'histoire de Rockstar avec une sortie prévue sur les consoles de nouvelle génération. Mais le projet est au ralenti et il prend de plus en plus de retard. Ni Take-Two ni Rockstar ne savent comment tout cela va se finir, sachant que leur jeu ne rapporte pas assez d'argent. Pour rassurer tout le monde, Take-Two négocie un partenariat avec Microsoft pour l'annonce de GTA 4 lors de leur conférence à l'E3 et un accord est trouvé pour le développement de DLC en exclusivité temporaire. Comme si la situation n'était pas assez catastrophique, Ryan Brandt, le fondateur de Take-Two, démissionne et quitte l'entreprise. Depuis 2001, l'homme fut accusé à de nombreuses reprises par les investisseurs de mentir sur les chiffres et les résultats financiers de Take-Two. Reconnu coupable dans 3 affaires, Ryan Brandt avait dans un premier temps démissionné de son poste de président pour devenir vice-président de la production. Suite à un nouveau procès perdu en 2006, il fut contraint de démissionner pour quitter l'entreprise avec l'interdiction formelle d'occuper des postes de direction de contrôle dans une entreprise cotée en bourse. L'année se termine dans le chaos le plus total pour Take-Two avec un incendie qui s'est déclaré au siège social de l'entreprise, faisant de nombreux dégâts. Fort heureusement, aucun projet primordial ne fut touché par l'incendie avec aucune perte de données majeure. Encore une fois, Rockstar et Take-Two commencent une nouvelle année dans une atmosphère pesante. Pour la première fois depuis sa création en 1998, Rockstar Games ne sortira aucun jeu en 2007 pour mobiliser toutes les équipes sur GTA 4. Désormais, tous les espoirs reposent sur ce dernier projet pour apporter des millions de dollars et permettre à la société de se mettre à l'abri. Take-Two va donc compter sur 2K Games lors de l'année 2007 avec une sortie de 19 jeux. Mais là encore, pour la plupart, ce sont des titres modestes qui ne rapporteront pas grand chose à l'éditeur. Fort heureusement, c'est à partir de 2007, soit 2 ans après la création de 2K, que les premières grosses productions commencent à arriver et porter leurs fruits. Le 21 août 2007 sort BioShock et cette nouvelle licence va littéralement mettre tout le monde d'accord, rencontrant un joli succès avec une excellente note de 96% de Metacritic. En moins d'1 an, BioShock rapportera 2,2 millions de dollars à Take-Two et permettra à l'action en bourse de grimper de 20% à la fin de cette année 2007. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. En mars 2007, Rockstar Games lève le voile sur GTA 4 avec un premier trailer qui va une nouvelle fois mettre tout le monde d'accord et poser les bases. Le moteur Rockstar Rage est une claque sans précédent et Rockstar promet aux joueurs de leur offrir le GTA le plus réaliste jamais conçu à ce jour. Le trailer atteint très rapidement le million de vues, devenant la vidéo de jeu vidéo la plus vue de l'histoire à l'époque. La seule annonce du jeu permet à l'action de Take-Two de monter en flèche en bourse. Et pourtant, personne ne se doutait qu'en interne la situation était au bord de la rupture, et c'est dans ce climat glacial que le développement de GTA 4 sera orchestré. C'est également au cours du mois de mars 2007 que le conseil d'administration de Take-Two annonce une grosse restructuration de l'entreprise. Alors que le procès du Hot Coffee se poursuit, les actionnaires et les investisseurs n'ont plus confiance. Surtout après les nombreuses affaires dans lesquelles le fondateur Ryan Brandt a baigné pendant de nombreuses années. En plus de cela, Take-Two n'a pas atteint ses objectifs de revenus, ayant perdu 163 millions de dollars en 2006. Pour les actionnaires et les investisseurs, ça en est trop. La plupart des gros investisseurs représentés par des entreprises comme OpenAim Funds, CAC Capital Management, Tudor Investment ou encore DE Shaw Valence Portfolio demandent à ce que tous les membres de longue date de la direction et du conseil d'administration soient remerciés. Cette requête ne sera pas entendue, néanmoins ils obtiendront le départ du président du conseil afin qu'il soit remplacé par une nouvelle personne, majoritairement investisseur dans l'entreprise. Cet homme, c'est Strauss Zelnick. Strauss Zelnick est proche de Take-Two depuis le début du projet Rockstar. Auparavant, il était président et chef de la direction de la division nord-américaine de BMG au moment de la vente de BMG Interactive à Take-Two. Il s'est d'ailleurs opposé à la vente de BMG Interactive, pensant que BMG aurait pu capitaliser davantage sur le secteur du jeu vidéo. Après BMG, Zelnick est devenu COO de la Fox, PDG de Crystal Dynamics. Il a fondé Zelnick Media en 2001 en tant que société de capital investissement pour se concentrer sur les investissements dans les médias et le divertissement interactif.
Voyant sa place menacée, le PDG de l'époque, Paul Heibeler, avait approché Electronic Arts pour vendre Take-Two afin de garder sa place à la tête de l'entreprise. Mais les négociations n'ont pas abouti. Ainsi, le 29 mars 2007, c'est bien Jelnik Media qui rachète Take-Two, permettant à Strojelnik de devenir le nouveau PDG de l'entreprise. La restructuration est annoncée au cours de l'année 2007 et elle est accompagnée par de nombreux changements. Plusieurs studios et bureaux seront fermés, entraînant le licenciement de plus de 2100 personnes, soit 5 à 15% des effectifs de Take-Two. À la fin de l'année 2007, Take-Two continue de faire grossir son label 2K avec la création de plusieurs filiales comme 2K Play, 2K Games, 2K Sport et la création de 2K Marin. L'année se termine sur une touche positive avec la fin de l'affaire Cody Posey en décembre 2007. Le jeune garçon de 14 ans est condamné à la prison jusqu'à sa majorité, tandis que Rockstar et Take-Two sont une nouvelle fois innocentés. La roue venait peut-être bien de tourner pour les deux firmes, laissant présager une belle année 2008. Et justement, cette année 2008 débute par un réveil d'Electronic Arts. La société comprend que la sortie de GTA 4 approche et que racheter Take-Two permettrait de mettre la main sur la licence la plus lucrative au monde. Au mois de février 2008, alors que l'action de Take-Two est de 10$, Electronic Arts propose au conseil d'administration de racheter toutes les parts de l'entreprise pour 25$ l'unité, soit la coquette somme de 1,9 milliard de dollars. Après un premier refus, Electronic Arts propose une nouvelle offre à 26$ l'unité, se rapprochant ainsi des 2 milliards de dollars. Une offre qui sera une nouvelle fois rejetée. Electronic Arts confirme qu'ils n'étaient pas intéressés par le rachat en 2007 lorsque l'ancien PDG les avait approchés. En revanche, avec le rachat de Vivendi par Activision à la fin de l'année 2007, Electronic Arts avait revu ses ambitions. Strojelnik a refusé poliment les offres d'EA proposant à la firme d'en reparler après la sortie de GTA 4. Tout au long de l'année 2008, Electronic Arts va faire de nouvelles offres de plus en plus avantageuses avant de définitivement abandonner l'idée en septembre 2008. Take-Two jugeant les offres d'Electronic Arts toujours inadéquates et surtout insuffisantes. Il faut dire que l'année 2008 n'était clairement pas le bon moment pour songer à un rachat. 20 nouveaux jeux 2K vont arriver sur le marché dont Top Spin 3, le portage de BioShock sur PS3 et de nombreux jeux de sport comme NBA 2K9, NHL 2K9 ou plusieurs jeux MLB. Du côté de Rockstar, l'année 2008 signe le grand retour de la licence Midnight Club avec Midnight Club Los Angeles qui sera un joli succès critique et commercial. Malheureusement, il signera aussi la fin de la licence. En 2008, c'est également l'arrivée de Manhunt 2. Attendu pour une sortie pour Halloween 2007 sur PS2, le jeu fut reporté pendant un an par la plupart des sociétés de classification partout dans le monde, jugeant le jeu trop violent et trop gore. Pendant plus d'un an, les équipes de Rockstar North ont dû censurer le jeu et effectuer de multiples envois aux sociétés de classification. Finalement, Manhunt 2 sort pour Halloween 2008 en étant dépassé techniquement avec du contenu pauvre et une ambiance bien moins glauque que le premier opus. Le jeu se soldera par un échec critique et commercial. Mais bien entendu, la véritable bombe du côté de chez Rockstar est arrivée dès le début de l'année, faisant comprendre à Electronic Arts qu'aucun rachat n'était possible. Car là encore, même si tout le monde l'avait senti venir, personne ne se doutait à quel point la nouvelle cartouche de Rockstar Games allait pulvériser tous les records. Daddy's back, you bitches! Daddy's back, you bitches! Dave, come on. Come on! Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we dock. Let's go. Le 29 avril 2008, GTA 4 arrive sur PS3 et Xbox 360. Le jeu va littéralement marquer l'histoire du jeu vidéo et plus largement du divertissement. Le jeu est tellement attendu et les précommandes sont tellement nombreuses que Rockstar est assuré avant même la sortie du jeu de battre les records établis par GTA San Andreas. Marvel Productions décide de décaler d'une semaine la sortie de son nouveau film Iron Man, prévu 2 jours après la sortie de GTA 4 pour être sûr de ne pas être impacté par la sortie du jeu. On retrouve la même Dream Team aux commandes avec Sam et Dan Houser, Leslie Benzies, Aaron Garbut et l'arrivée d'Irman Sarwar. Cette fois, ce n'est pas un budget de 10 millions de dollars mais de 100 millions de dollars qui est attribué pour le développement de GTA 4. Jamais un jeu vidéo n'avait coûté aussi cher à ce moment-là. Pour la première fois de l'histoire, un jeu vidéo coûte encore plus cher que certains des blockbusters au cinéma. Et le plus dingue, c'est que GTA 4 va être rentabilisé en 24 heures, rapportant à Rockstar 310 millions de dollars, soit
210 millions de bénéfices nets grâce à 3,6 millions de jeux vendus dès le premier jour. En une semaine, GTA 4 va générer 500 millions de dollars. En seulement un mois, il dépasse les 8,5 millions de jeux vendus et s'approche du milliard de dollars de rentabilité. Le 13 mai 2008, GTA 4 explose officiellement 3 records du monde dans le Guinness Book des records, dont le jeu vidéo le plus rentable en 24 heures, les revenus les plus élevés générés par un produit de divertissement culturel en 24 heures et le jeu vidéo le plus vendu en 24 heures. Dans quasiment tous les pays du monde, GTA 4 va devenir le jeu vidéo et même le produit culturel le plus rentable en seulement 24 heures. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, mais aussi plus largement dans le monde de la pop culture. Les médias en parlent et alors que le procès du Hot Coffee n'est pas terminé, le jeu va s'attirer les foudres d'encore plus d'associations, mais également de plus en plus de politiques. Une véritable guerre débute entre Rockstar, Take-Two et ses détracteurs, d'autant plus que la firme étoilée et Take-Two n'avaient peur de rien à cette époque. Un vibrant hommage est rendu à Hillary Clinton et Jack Thompson, les deux principaux détracteurs qui ont fait leur maximum pour faire chuter la firme étoilée. La statue de la liberté, symbole de l'Amérique et de la liberté d'expression, est remplacée par la statue de l'hilarité, représentant un jeu de mots entre Hillary et hilarant avec le visage d'Hillary Clinton. Au sein même de la statue, nous retrouvons un cœur enchaîné qui représente l'un des plus gros easter eggs du jeu, mais aussi et surtout, l'easter egg met en avant un message politique de Rockstar pour reprocher aux politiciens de vouloir enchaîner la liberté d'expression. Pour ce qui est de Jack Thompson, nous retrouvons un avocat largement inspiré de ce dernier que nous devons tuer dans le jeu. Un message clair passé par Rockstar. Mais encore une fois, le côté ultra réaliste du jeu ne va clairement pas plaire. Le maire de New York va condamner GTA 4 et de nombreuses institutions de la ville de New York vont porter plainte avec de nombreuses poursuites qui seront lancées par des fonctionnaires et des organisations de la ville. Jack Thompson et plusieurs députés vont poursuivre Rockstar et Take-Two en justice pour faire interdire la distribution du jeu. Plusieurs gouvernements dans le monde vont désigner GTA comme une simulation de meurtre et vont également déposer plainte contre Rockstar et Take-Two. De nombreuses censures seront demandées et obtenues par la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. De nombreuses plaintes avec la demande de censurer le jeu sur les fonctionnalités de gameplay comme la conduite en état d'ivresse, la possibilité de récupérer des prostituées sont demandées par de nombreuses institutions gouvernementales et associations de consommateurs. L'immense succès de GTA 4 plonge une nouvelle fois Rockstar et Take-Two dans d'innombrables procès. Même la prestigieuse marque Ferrari va déposer plainte pour la marque Grotti et les véhicules Turismo de GTA San Andreas et GTA 4 qui ressembleraient trop aux véhicules originaux. Dès l'année 2008, de nombreuses affaires s'ouvrent en plus de l'affaire du Hot Coffee toujours en cours. Rockstar et Take-Two sont de nouveau poursuivis en justice. Mais finalement, après 4 années de procédure, de négociations et d'accords, le procès du Hot Coffee s'achève le 2 septembre 2009. Rockstar Games et Take-Two sont reconnus coupables d'avoir caché à l'ESRB une partie du contenu pour éviter la mention Adult Only. Il est également retenu des circonstances atténuantes en admettant que le contenu était bien présent mais que ce dernier ne pouvait pas être accessible et activé légalement dans le jeu et qu'il fallait passer par des mods pour y accéder. Ainsi, suite aux nombreuses sanctions que Rockstar et Take-Two avaient déjà subies au cours de l'affaire, le verdict final demandera à Take-Two de verser la somme de 20 millions de dollars en dommages et intérêts. Ainsi, sur l'ensemble de l'affaire, Take-Two aura perdu environ 100 millions de dollars. L'ensemble des autres charges demandées par la plupart des institutions gouvernementales et autres associations sont rejetées, permettant à Rockstar de continuer à développer des jeux vidéo sans les censurer au nom de la liberté d'expression. La censure imposée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande seront même levées. Une défaite qui sonne comme une victoire pour Rockstar et Take-Two, d'autant plus que l'avocat Jack Thompson ressort vraiment grand perdant de l'affaire. L'avocat a très mal vécu la victoire de Rockstar concernant les 2 procès autour de Vice City. L'immense succès de GTA 4 aura été la goutte de trop poussant l'homme à commettre une faute professionnelle. Grâce à ces avantages, Jack Thompson est parvenu à trouver l'adresse et le numéro personnel de la mère de Strzelnik. L'homme n'a pas hésité à appeler cette dernière à son domicile personnel et lui envoyer des lettres l'accusant d'avoir mis au monde un homme qui n'hésite pas à se faire de l'argent sur le sang des enfants qu'il pervertit. Le tribunal de New York validera la plainte de Strzelnik et reconnaîtra Jack Thompson coupable de faute grave. L'homme sera immédiatement démis de ses fonctions avec l'interdiction formelle d'exercer le métier d'avocat dans l'ensemble des 51 États des États-Unis. Et comme la roue a définitivement tourné pour Rockstar, en mars 2014, Leland Yee, le sénateur qui s'est joint au combat de Jack Thompson aux côtés d'Hillary Clinton, fut arrêté et condamné à 5 ans de prison ferme pour racket, abus de pouvoir, corruption ou encore trafic d'armes.
Terrible comble de voir un homme politique se battre pour faire interdire un jeu vidéo qui n'était finalement que la représentation virtuelle de ces faits réels. Quoi qu'il en soit, en septembre 2009, Rockstar et Take-Two sont blanchis de la quasi-totalité des choses qui leur sont reprochées, et l'ensemble des procès qui pouvaient leur nuire sont désormais résolus. Après des années de galère à vivre dans l'incertitude et la pression de faire faillite, le calme s'installe pour Rockstar et Take-Two. À partir de cette date-là, plus jamais Rockstar et Take-Two ne seront menacés financièrement. L'affaire du Hot Coffee et les nombreux procès n'auront pas été sans dégâts pour Rockstar et ses équipes ni pour Take-Two. Finalement, les actionnaires et les investisseurs obtiennent gain de cause. Strauss-Zelnick reste en place, mais une grande partie des dirigeants de longue date sont remplacés. Du côté de chez Rockstar, de nombreux gros départs ont affecté les équipes entre 2005 et 2009, dont Terry Donovan, Gary Foreman et Jamie King, 3 des 5 membres fondateurs de la firme étoilée, laissant ainsi les frères Hauser seuls aux commandes. En cette année 2009, alors que Rockstar vient de fêter ses 10 ans, c'est une ère qui s'achève et une nouvelle qui débute. Entre 1998 et 2008, Rockstar aura travaillé sur pas moins de 36 jeux répartis en 19 licences. Du côté de Take-Two, la firme est désormais propriétaire de 2 labels mondialement reconnus avec d'énormes licences du côté 2K comme BioShock, Civilization, NBA 2K, NHL 2K ou encore Top Spin. Du côté de Rockstar, à cette époque, une seule licence marquante avec GTA, étant donné que Max Payne n'appartenait pas encore à la firme étoilée, que Red Dead et Bully étaient encore loin d'être rentables et que la licence Midnight Club était désormais à l'arrêt. Une seule licence du côté de chez Rockstar, mais l'une des plus rentables au monde. Et justement en 2009, GTA s'illustre encore avec l'arrivée des 2 DLC pour GTA 4, The Lost and Damned et Ballad of Gay Tony. Rockstar Leeds s'illustre une nouvelle fois avec la sortie de GTA Chinatown Wars sur Nintendo DS qui s'avère être un échec commercial mais un succès critique. En 2009, c'est également la sortie de Biterator, un véritable studio de musique portable élaboré en collaboration avec le rappeur Timbaland. Du côté de 2K, ce sont 25 nouveaux jeux qui vont arriver lors de cette année 2009 avec de gros titres marquants comme le lancement de la licence Borderlands et de nouveaux jeux de sport. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Take-Two, Rockstar et 2K commencent une année sereinement. L'année 2010 va clairement être une année charnière pour 2K qui va monter en puissance avec les sorties de BioShock 2 en février, de Mafia 2 en août et NBA 2K11 en novembre. Cette année-là, la firme proposera 17 titres. L'idée va être progressivement de ralentir la cadence pour faire moins de contenu, mais plus de qualité pour calquer la stratégie du côté de chez Rockstar. Pour ce qui est de la firme étoilée, toutes les ressources étaient focalisées sur le développement de GTA 4 pour assurer un avenir au studio et sa maison mère. En revanche, depuis 2005, ce sont de nombreux jeux qui sont en préparation. Après la sortie de Red Dead Revolver, Rockstar San Diego s'est tout de suite mis au travail sur le développement de Red Dead Revolver 2. Une première démo fut même présentée au cours de l'E3 2005 en Behind Closed Doors. Un projet qui fut mis de côté pour permettre aux équipes de développer le moteur Rage, le jeu Table Tennis ainsi que Midnight Club Los Angeles. Rockstar et Take-Two ne souhaitent pas en finir avec les collaborations, ainsi depuis 2005, 2 autres projets attendent sagement d'être présentés. D'un côté, en 2006, Rockstar et la Team Bondi présentent une démo technique de Hail et Noir, un jeu d'enquête tourné sous la forme d'un polar des années 40 à Los Angeles. Max Payne 3 est également en production. Agent est lui aussi en préparation du côté de chez Rockstar North, et c'est également en 2009 que le développement de Bully 2 commence. Le véritable problème, c'est que ces 5 projets, qui sont les seuls que possède Rockstar à ce moment-là, vont très mal. Le développement de Hail et Noir, qui est le tout premier projet de la Team Bondi, un modeste studio australien, se déroule très mal, avec un directeur de projet, Andy McNamara, qui est réputé pour être tyrannique et horrible à vivre. De nombreux membres du studio sont partis en burn-out et d'autres ont tout simplement démissionné. Hail et Noir connaît un reboot partiel en 2008 et le développement, attendu pour 2009, prendra énormément de retard. Il s'agit de l'un des premiers jeux utilisant les moyens de motion capture pour proposer un rendu photoréaliste qui avait une nouvelle fois bluffé toute l'industrie à l'époque. Mais là encore, ce procédé était complexe à maîtriser et il a fait perdre pas mal de temps aux équipes de développement. Pour ce qui est de Max Payne 3, de nombreux désaccords se font entre Remedy et Rockstar, et la collaboration n'est plus vraiment possible. Sam Lake, directeur du studio de Remedy, scénariste et modèle ayant servi à la modélisation de Max Payne, souhaite s'occuper du projet, mais de son côté, Dan Houser souhaite lui aussi s'en occuper seul et écrire l'histoire qu'il a en tête. Pendant de nombreux mois, le projet va être au point mort, frôlant à plusieurs reprises l'annulation. Concernant Agent, le développement du jeu a commencé en 2002 au rachat de Rockstar San Diego. Dès 2004, le projet passe entre les mains de Rockstar North.
Le 2 juin 2009, lors de la conférence E3 de Sony, le projet est officiellement annoncé comme exclusivité PS3. Le problème, c'est que Rockstar, 2K et Take-Two souhaitent clairement évoluer au fil des années et proposer beaucoup moins de contenu. Ainsi, Take-Two ne peut pas se permettre de créer des exclusivités. De plus, le projet Agent est bien trop ambitieux au point où même la PS3 ne répond pas aux attentes de Rockstar pour créer et mettre en place les idées des équipes. Là encore, le projet stagne. Bully 2 est finalement le seul projet qui semble bien marcher. Hélas pour Rockstar, en 2009, la pré-production débute juste et le jeu ne sera pas prêt avant de nombreuses années. Et malheureusement pour lui, il finira par être définitivement annulé en 2017. Concernant maintenant Red Dead Revolver 2, le projet fut rebooté juste après la sortie de Midnight Club Los Angeles. La pause de 2 ans aura permis aux équipes de se rendre compte qu'ils voulaient se lancer dans autre chose de bien plus ambitieux. Pendant plusieurs mois, les équipes de Rockstar San Diego travaillent sur une nouvelle version du jeu. Ce dernier fut officiellement annoncé le 3 février 2009 sous le nom de Red Dead Redemption. C'était ainsi officiel, il s'agirait du prochain jeu de Rockstar attendu pour l'année 2010. Le problème, c'est qu'au milieu de l'année 2009, le développement de Red Dead Redemption est dans le chaos le plus total. Le studio de Rockstar San Diego est bien trop petit pour la charge de travail qui lui est demandée depuis son rachat en 2002. La situation est tellement critique que l'ensemble des membres du studio d'origine ne sont plus là, ayant tous démissionné entre 2003 et 2007. Rockstar ne voulant pas de ce studio, l'intégration de Rockstar San Diego ayant été imposée par Take-Two dans le label Rockstar, les frères Hauser ne vont pas épargner la petite équipe californienne. Entre le développement des jeux Midnight Club, du Rockstar Rage, de Table Tennis ou encore de Red Dead Redemption, le studio, qui est l'un des plus petits de la firme étoilée à cette époque, aura connu l'une des charges de travail les plus élevées, causant beaucoup de tort aux équipes avec beaucoup de crunch. Mais à chaque fois, le défi fut relevé avec des jeux et des projets toujours au top. Force est de constater que le studio San Diego peut être un gros atout. Les frères Hauser vont finalement accepter l'arrivée du studio dans la famille Rockstar. Au début de l'année 2009, Leslie Benzies, le président de Rockstar North, est envoyé en Californie, dans la ville de Carlsbad. L'idée est donc de prendre la tête de Rockstar San Diego pour diriger le développement de Red Dead Redemption. À son arrivée, la situation est au bord de l'implosion. De nombreux développeurs sont en dépression, d'autres en burn-out, d'autres à la limite du craquage. Certains ne sont pas rentrés chez eux de plus d'une semaine, décidant de vivre, manger et dormir au studio pour combler le retard. La situation est tellement désastreuse que les femmes et les familles des développeurs ont écrit une lettre à Take-Two les menaçant d'action en justice si les choses ne s'arrangeaient pas très vite. Finalement, Leslie Benzies va être l'homme de la situation. À la tête de Rockstar North depuis 2001 et la sortie de GTA 3, Benzies a été le directeur et le producteur de tous les GTA. Il sait gérer des équipes et mener à bien des projets. En moins d'1 an et demi, le studio Rockstar San Diego s'est remis sur pied et Red Dead Redemption arrive en mai 2010. Cette fois, personne ne l'a vu venir. Même si Rockstar a marqué plusieurs fois l'histoire du jeu vidéo entre 1998 et 2009, le studio est surtout connu pour être le développeur de GTA. Des jeux comme Smuggler's Run, Bully, Red Dead Revolver ou encore Midnight Club passent littéralement inaperçus, permettant d'écouler 2 à 3 millions d'exemplaires comme de nouveaux jeux à l'époque, mais bien loin des dizaines de millions de GTA. Avec Red Dead Redemption, pour la première fois de son histoire, Rockstar va taper un grand coup avec un autre jeu que GTA. Avec Red Dead Redemption, Rockstar et Take-Two ont fait un pari fort en misant sur un budget de 50 millions de dollars, ce qui est énorme à l'époque, d'autant plus que Red Dead Revolver, le premier jeu de la licence, est écoulé à moins de 4 millions d'exemplaires et ne serait donc pas rentable. Autre point important, le western est un jeu de niche bien moins attirant qu'un GTA. Et pourtant, les équipes croient fort en Red Dead Redemption. La force du jeu est d'être à ce moment-là le jeu le plus narratif jamais conçu par Rockstar, avec plus de 1500 pages de script et de nombreuses références aux plus grands westerns de l'histoire. Le jeu comporte plus de 450 personnages principaux, secondaires et personnages non jouables. Sur tous les plans, Red Dead Redemption surpasse GTA 4 et devient le jeu le plus ambitieux du studio. Rockstar San Diego a pu perfectionner au maximum le moteur Rage pour proposer une nouvelle version du moteur et rendre le jeu encore plus beau que GTA 4. Le jeu est le premier de l'histoire de Rockstar à posséder une soundtrack officielle composée entièrement par Woody Jackson et Billy Helm qui ont composé pas moins de 200 morceaux en 15 mois. Rockstar est clairement entré dans une nouvelle ère et ne développe plus de simples jeux vidéo comme la plupart des studios. Désormais, Rockstar produit des jeux comme l'industrie du cinéma produit des films. Plus que jamais, la firme étoilée souhaite changer les codes. Dès sa sortie, Red Dead Redemption va faire beaucoup parler, récoltant un 95% de Metacritic.
Le jeu s'écoulera à 5 millions d'exemplaires au cours de ses 3 premières semaines, devenant déjà rentable. En septembre 2010, c'était pas moins de 6,9 millions d'exemplaires qui avaient trouvé preneur. Des chiffres qui sont bien entendu loin de ceux de GTA 4, mais qui sont bien plus élevés que la plupart des jeux se payant le luxe de rivaliser avec les traditionnels FIFA et Call of Duty. Hormis ces grosses licences, avec GTA également, très peu de jeux parvenaient à atteindre ces chiffres-là. Dès la fin de l'année, Rockstar en rajoute une couche avec l'extension du stand-alone Undead Nightmare qui va une nouvelle fois booster les ventes, permettant à Red Dead Redemption d'atteindre les 8 millions de ventes en février 2011 et de faire grimper de 7,7% les bénéfices de Take-Two pour le trimestre. En 2011, ce sont 12 nouveaux jeux 2K qui vont être publiés, avec néanmoins aucune sortie marquante si ce n'est Duke Nukem Forever qui s'avère être un véritable échec. Du côté Rockstar Games, c'est Noir qui débarque enfin sur PS3, Xbox 360 et PC en 2011. C'est un petit événement puisqu'il s'agit d'une nouvelle licence. Et là encore, une partie des équipes de Rockstar se sont déplacées en Australie pour continuer le développement et remettre de l'ordre du côté du studio de la Team Bondi pour finir le jeu à temps. Dès sa sortie, Noir va être extrêmement bien reçu avec une note moyenne de 89%. En revanche, les ventes ne seront pas aussi impressionnantes que Red Dead. Nouvelle licence oblige, le jeu était moins attendu. Noir s'écoulera à 1 million d'exemplaires au cours de son premier mois sur PS3 et 360. À la fin de l'année, il culminera à quasiment 3 millions d'exemplaires. Des résultats satisfaisants pour une nouvelle licence, mais en dessous des attentes de Take-Two et Rockstar, désormais habitués à bien plus. Mais le plus important au cours de cette année 2011, c'est que Rockstar se diversifie et que le studio commence à être reconnu pour autre chose que GTA. Bien qu'en dessous des attentes de Take-Two, Noir est un joli succès pour une nouvelle licence et il va contribuer à la renommée de Rockstar. Red Dead Redemption poursuit son chemin, continuant à se vendre tout au long de l'année pour atteindre plus de 15 millions d'exemplaires vendus à la fin de l'année avec le DLC Undead Nightmare. Autre bonne nouvelle, le développement de Max Payne 3 avance enfin. N'ayant pas réussi à trouver un accord, Take-Two a finalement racheté les droits de la licence à Remedy et ce sont ainsi les équipes de Rockstar qui s'occupent principalement du développement, avec néanmoins la supervision de loin de Sam Lake et des équipes de Remedy. Ainsi, à la fin de l'année 2011, tout va bien pour Take-Two, Rockstar et 2K. Après de nombreuses années de galère, un peu de sérénité ne faisait pas de mal. C'est pourquoi Rockstar se devait de finir l'année en beauté. Why did I move here? I guess it was the weather. Or I don't know, that thing, that magic. 5 ans après l'officialisation du jeu à l'E3 2006, 4 ans après l'annonce et le premier trailer, 3 ans après sa sortie, 2 ans après la sortie des DLC et 1 an après la sortie du stand-alone Episode from Liberty City, il était temps pour Rockstar d'annoncer la suite de GTA 4. C'est le matin du 25 octobre 2011, à 9h du matin heure de New York, que Rockstar a lâché une bombe qui va faire le tour de la planète en quelques secondes. GTA V arrive, il dispose d'un logo et le premier trailer va se dévoiler dès le début du mois de novembre. En réalité, c'est suite à une intrusion non autorisée dans les serveurs et la crainte d'un leak que le jeu fut officiellement annoncé. À la base, GTA V n'aurait pas dû se dévoiler avant l'été 2012. C'est pour cette raison qu'un premier trailer fut réalisé en vitesse et que dans ce dernier, seul Michael dispose de son véritable modèle. On aperçoit la version bêta de Franklin et pour ce qui est de Trevor, ce dernier n'est tout simplement pas présent. Dans tous les cas, le grand public n'est pas au courant de tout cela. L'annonce est un véritable raz-de-marée. Le monde s'arrête de tourner car oui, c'est officiel, GTA est de retour. L'année 2012 commence donc de manière très positive pour Take-Two et ses deux labels. 2K continue d'assurer une rentrée d'argent satisfaisante pour Take-Two avec une vingtaine de sorties. Parmi ces jeux, nous retrouvons quelques hits marquants comme The Darkness 2, Borderlands 2, NBA 2K13 ou encore XCOM. Pour ce qui est de Rockstar Games, sa principale sortie de l'année sera Max Payne 3 qui avait été annoncé en 2009 et confirmé au cours de l'année 2011. Le jeu arrive en mai 2012. Avec Max Payne 3, Rockstar adopte la même stratégie que Red Dead Redemption en proposant un jeu produit comme un film hollywoodien. Le budget est moins conséquent, Max Payne étant un jeu de couloir et non un open world. Tout comme Red Dead, Max Payne 3 dispose de sa propre bande-son, d'un script et d'un scénario plus poussé que les précédents jeux et d'une réalisation grandement améliorée. Sans oublier bien entendu les améliorations du moteur Rage qui nous propose un jeu encore une fois sublime. Hélas, Max Payne 3 sera bien en dessous des attentes de Take-Two, dépassant très difficilement les 1 million d'exemplaires vendus au cours de son premier trimestre.
10 ans plus tard, le titre culmine seulement à 5 millions d'exemplaires. Il s'agit réellement d'un échec commercial pour Take-Two et c'est sans doute pour cette raison que la licence est désormais au repos et que les chances de voir notre Max Payne revenir sont extrêmement faibles, voire inexistantes. Le point positif de cette année 2012, c'est que la communication autour de GTA V débute et les premières images du jeu sont incroyables. Avec GTA V, Rockstar semble clairement préparer le plus gros projet de son histoire, ayant réussi à cumuler le meilleur de ses précédentes productions pour nous offrir le jeu ultime. Attendu pour le printemps 2013, les joueurs n'ont qu'une hâte, faire la connaissance de Franklin, Michael et Trevor et de se perdre dans la région de San Andreas. 2013 débute et il est d'ores et déjà écrit que cette année sera historique pour Rockstar mais aussi et surtout pour Take-Two. L'année débute sur les chapeaux de roue et comme on dit, les malheurs des uns fait souvent le bonheur des autres. Dès le mois de janvier 2013, la société THQ est placée sous liquidation judiciaire. C'est à ce moment-là que Take-Two va s'emparer de la licence de jeu de catch WWE. Une licence qui va directement rejoindre le label 2K qui produira par la suite les fameux jeux de la licence WWE2K. En ce début d'année, Rockstar avait promis avant la fin du mois de janvier de nouvelles informations sur GTA V. Le 31 janvier, la firme étoilée tient promesse en annonçant le report du jeu au 17 septembre 2013 alors que le titre était attendu pour le printemps. Take-Two profite du calme avant la tempête pour remettre de l'ordre dans ses actions. La société va dépenser plus de 12 millions de dollars pour racheter différentes actions de la société en circulation. Strauss-Zelnick n'est pas dupe et il sait que la sortie de GTA V va faire grimper en flèche les actions de la boîte. C'est pourquoi il tient à racheter quelque part avant qu'il ne soit trop tard. Le report de GTA V n'est pas un drame pour Take-Two, au contraire. La grosse sortie de ce début d'année concerne 2K avec l'arrivée de BioShock Infinite en mars 2013. Sur l'ensemble de l'année, 2K sortira encore une fois une vingtaine de jeux dont NBA 2K14 et le premier opus de WWE 2K14 sous le label 2K. Mais c'est bien le mardi 17 septembre 2013 que le plus gros événement pop culture de l'année va avoir lieu. Un événement que tout le monde a vu venir mais qui va encore une fois dépasser toutes les attentes. Personne n'aurait pu se douter de l'ampleur qu'allait prendre la sortie de GTA V. Your son, James. He's a good kid? He's a good kid? A good kid. Why? 17 septembre 2013. Après 4 ans de développement et quasiment 2 ans d'attente depuis son annonce, GTA V débarque sur PS3 et Xbox 360. Tout le monde savait que le jeu allait exploser tous les records. Malgré ça, le jeu est tout de même parvenu à dépasser toutes les attentes. Avant même sa sortie, GTA V avait battu les ventes de lancement de GTA 4 juste en précommande. Le nombre de précommandes de GTA V était si élevé qu'à lui seul, il battait le nombre cumulé des précommandes du dernier Call of Duty Ghost attendu pour le mois de novembre et de Battlefield 4 attendu pour le mois d'octobre de la même année. Le 17 septembre, GTA V a marqué l'histoire. 97% de Metascore. En seulement 24 heures, le jeu devient rentable et les 265 millions de dollars pour le développement sont déjà remboursés. En seulement 24 heures, GTA V s'écoule à plus de 11,2 millions d'exemplaires, permettant à Take-Two d'empocher la coquette somme de 800 millions de dollars en une seule journée. Le milliard de dollars sera atteint en seulement 3 jours. En 2 semaines, GTA V devient le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire du PlayStation Store, détrônant ainsi The Last of Us. Le 8 octobre, on apprenait que GTA V avait pulvérisé pas moins de 7 records du monde, dont le jeu vidéo le plus vendu en 24 heures, le jeu vidéo d'action-aventure le plus vendu en 24 heures, le jeu vidéo le plus rentable en 24 heures, la propriété culturelle de divertissement la plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars, le jeu vidéo le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars, les revenus les plus élevés générés par un produit de divertissement culturel en 24 heures, et la bande-annonce la plus regardée pour un jeu vidéo d'action-aventure. La version numérique de GTA V arrive sur le Xbox Store le 18 octobre, soit un mois après la sortie du jeu. Cette dernière devient en seulement 24 heures la version la plus rentable de l'histoire du Xbox Live. GTA V est un raz-de-marée sans précédent. Plusieurs éditeurs et développeurs repoussent leur jeu pour ne pas être confrontés à GTA V.
C'est le cas d'Ubisoft et de Watch Dogs, prévu pour le mois de novembre qui sera finalement reporté au mois de mai 2014. Alors que l'éditeur français, bien sûr de lui, avait publié une nouvelle image promotionnelle la semaine juste avant la sortie de GTA V, indiquant aux joueurs qu'une semaine suffisait pour visiter Los Santos et qu'on se donnait rendez-vous à Chicago en novembre. Finalement, une semaine n'aura pas suffi. Car 2 semaines après la sortie de GTA V, Rockstar Games lance GTA Online, son premier jeu MMO en ligne dans l'univers de GTA. Malgré un lancement chaotique avec des serveurs qui seront en grande difficulté pendant plus de 2 semaines suite aux requêtes très nombreuses de connexion, GTA Online prendra son envol à la fin du mois d'octobre et sera encore un succès incroyable. À la fin de l'année 2013, GTA V a déjà rapporté plus d'1,5 milliard de dollars et le jeu dépasse déjà les 20 millions d'exemplaires vendus. Il est bien entendu le jeu vidéo le plus vendu de l'année partout dans le monde, il remporte le titre de jeu de l'année aux Video Games Awards et il assure un avenir très confortable à Rockstar et Take-Two. L'année 2013 marquera un tournant pour Take-Two et notamment Rockstar. Cette année-là, la firme étoilée fête ses 15 ans. Elle est à la tête de 48 jeux représentant 20 licences. Rockstar n'a plus rien à prouver. Après plusieurs années à collaborer, sortir jusqu'à 6 jeux par an, Rockstar est désormais sur une cadence d'un jeu par année. À cette époque, avec l'incroyable succès de GTA V et la dynamique entreprise par l'entreprise depuis la sortie de GTA 4 en 2008, ne proposant que des classiques et des jeux de classe mondiale chaque année, tout annonçait un avenir incroyable. D'ailleurs, en mars 2014, Rockstar Games est récompensé et reçoit un BAFTA d'honneur remis par Hideo Kojima, le papa de la saga Metal Gear Solid, au cours des BAFTA Awards pour récompenser les équipes de Rockstar de l'ensemble de leur carrière. On y voit ce soir-là sur scène les frères Sam et Dan Houser, Aaron Garbutt et Leslie Benzies. Pour tous les joueurs, les fans mais aussi l'industrie, tout le monde savait que cette équipe était capable de grandes choses. Une équipe d'anglais partie de rien au milieu des années 90 que tout le monde n'a pas pris au sérieux au début des années 2000. Cette équipe où les dirigeants allaient eux-mêmes distribuer des stickers de GTA 2 dans les allées de l'E3 pour faire leur promotion. Cette équipe qui, 15 ans plus tard, est sur le toit du monde, respectée par tous et à la tête de tous les records possibles pour la sortie de leur dernier jeu. Cette image laissait présager tellement de bonnes choses. Et pourtant, ce soir de mars 2014, personne, strictement personne ne se doutait que ce serait la dernière fois que l'on verrait les 4 hommes ensemble. Personne ne se doutait que tout était sur le point de basculer. 2014 sera l'année de la confirmation pour GTA V qui s'écoulera encore à des millions d'exemplaires dépassant les 2,5 milliards de dollars de bénéfices. GTA Online est un succès planétaire et les premières mises à jour modestes contribuent au succès en ligne. En juin 2014, lors de l'E3, Sony annonce l'arrivée de GTA V sur les consoles de nouvelle génération avec une sortie attendue pour la fin de l'année sur PS4 et Xbox One. De son côté, 2K assure également, en 2014 ce sont 15 nouveaux titres qui arrivent dont Borderlands 2, Borderlands Pre-Sequel, NBA 2K15 et WWE 2K15. En septembre 2014, alors que le développement de GTA V sur Next Gen touche à sa fin, Leslie Benzies, l'emblématique président de Rockstar North depuis 2001, part en congé sabbatique. L'année 2015 sera très calme du côté de Take-Two, Rockstar et 2K. Il s'agira de l'une des années les plus calmes de l'entreprise depuis la fin des procès en 2009. 2K se content de sortir une dizaine de titres seulement, aucune annonce et aucune sortie du côté de chez Rockstar hormis le portage de GTA V sur PC. GTA Online continue d'être un succès notamment grâce à l'arrivée de petits contenus supplémentaires gratuits. Mais les fans de Rockstar commencent tout de même à être légèrement inquiets. Cela fait déjà 2 ans que GTA V est sorti et déjà 4 ans que plus aucun jeu Rockstar n'a été annoncé. Tous les espoirs reposaient donc sur 2016 avec de nombreux fans qui attendaient l'annonce déjà de GTA 6. Le début de l'année 2016 ne va rassurer personne. Dès le mois de janvier, Take-Two annonce le départ de Leslie Benzies. Après 20 ans au sein de l'entreprise, dont 15 à la tête de Rockstar North, Leslie Benzies abandonne le navire. 3 mois plus tard, en avril 2016, Leslie Benzies attaque Take-Two, Strzelnik et Sam Houser pour manipulation et royalties impayées. Benzies accuse Sam Houser et Strzelnik d'avoir conspiré contre lui pour le pousser vers la sortie. Alors que tout semble s'effriter du côté de chez Rockstar, 2K brille et réalise l'une de ses plus grosses années avec la sortie de 26 jeux dont le très attendu Mafia 3. Bien que le titre ne soit pas réellement un succès, 2K publiera également XCOM 2, BioShock Collection, NBA 2K17 ou encore WWE 2K17. En 2016 toujours, ce sera la sortie de Civilization 6 et les premières expériences VR sur PlayStation VR et Oculus Rift avec notamment NBA 2K VR Experience.
Concernant GTA V, les ventes repartent à la hausse grâce à GTA Online qui ne cesse d'attirer de plus en plus de monde. Après 2 années à proposer une multitude de petits contenus tout au long de l'année, Rockstar change sa politique en proposant légèrement moins de contenu, mais en publiant 4 mises à jour majeures bien plus conséquentes que les précédentes et en exclusivité sur PS4, Xbox One et PC. Seulement 2 ans après sa sortie, Rockstar met un terme aux mises à jour sur PS3 et 360, les consoles n'étant pas assez puissantes pour accueillir les nouvelles ambitions de la firme étoilée. Alors que les fans commencent à s'impatienter, Rockstar décide de s'activer et cela commence au mois d'août 2016 avec l'annonce du rachat de Technicolor India qui devient alors Rockstar India, la nouvelle filiale de Rockstar. Cela faisait 8 ans que le label ne s'était pas agrandi. Mais la principale annonce arrive finalement le dimanche 16 octobre 2016. Le 16 octobre à 15h, Rockstar change les photos de profil et de couverture de l'ensemble de ses réseaux sociaux. Cette fois il n'y a plus de doute, la firme étoilée est de retour et cela concerne Red Dead. Le lendemain, le lundi 17 octobre à la même heure, une image est publiée sur les réseaux laissant apparaître des cow-boys. Le mardi 18 octobre, toujours à la même heure, le logo du jeu est dévoilé avec un trailer prévu 2 jours plus tard, le jeudi 20 octobre. Nous retrouvons un trailer qui fait énormément penser à celui de GTA 4, un trailer calme avec une musique d'ambiance qui est là simplement pour nous émerveiller et nous montrer la puissance du Rockstar Rage 8, la nouvelle version du moteur graphique de Rockstar. Red Dead Redemption 2 sera le premier jeu Rockstar développé pour la next-gen et cela se voit. Dès le teaser d'annonce, le jeu est sublime et les fans du monde entier ont d'ores et déjà hâte de se perdre dans cette map qui s'annonce immense. Le jeu est annoncé pour la fin de l'année 2017, ne laissant qu'une seule petite année de patience aux fans. 2017 commence donc sur de bonnes bases, faisant presque oublier le départ de Leslie Benzies un an plus tôt. Pourtant, les années commencent à se suivre et se ressembler pour Take-Two, Rockstar et 2K. Et rien de bien incroyable se passe. 2K va se contenter de sortir une dizaine de jeux, GTA V et GTA Online continuent d'être des machines à dollars qui réunissent d'année en année de plus en plus de joueurs. Entre 2013 et 2015, pendant plus d'1 an et demi, GTA V aura été au centre d'une immense chasse aux mystères mélangeant les aliens, le FIB, les agences gouvernementales et bien plus encore. Avec la sortie de GTA V sur PS4 et Xbox One, Rockstar a une nouvelle fois chauffé les joueurs avec un trailer qui part de lui-même. En juin 2017, Rockstar publie la mise à jour Trafic d'armes qui permet aux joueurs de livrer des marchandises dont un œuf alien au bout de 600 livraisons. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, un élément du mystère qui avait été trouvé à l'époque par des équipes de modeurs se retrouve intégré dans le jeu. Cet été-là, une immense hype autour du mystère renaît permettant à GTA V de s'écouler une nouvelle fois à des millions d'exemplaires et de voir les connexions sur GTA Online repartir à la hausse. En août 2017, la mise à jour Contrebandier va en rajouter une couche avec le retour de Ron qui fait des nombreuses allusions aux ovnis et aux jetpacks. Pour la rentrée 2017, Rockstar annonce le portage de Halo Noir sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch avec une sortie prévue pour novembre 2017. Mais en octobre 2017, Rockstar vient gâcher la fête. Alors que tout le monde attend impatiemment une annonce pour fêter les 20 ans de la licence GTA, Rockstar annonce officiellement l'annulation des DLC solo de GTA V qui avait été annoncé en décembre 2013. Quelques semaines plus tôt, Rockstar avait déjà refroidi tout le monde en annonçant le report de Red Dead Redemption 2 à l'année 2018. Pour se faire pardonner, Rockstar va mettre tout le monde d'accord en décembre 2017 avec la mise à jour du braquage de la fin du monde. Il s'agit tout simplement d'une mise à jour regroupant tous les fantasmes des chasseurs de mystère avec le jetpack, la base dans le mont Chiliad, de multiples références à la fresque du mont Chiliad à l'intérieur de la base. Cette fois les fans et les joueurs en ont le cœur net, oui, il y a bien quelque chose qui se cache autour de GTA V. À la fin de l'année 2017, Take-Two va également créer son 3e label. 19 ans après Rockstar Games, 12 ans après 2K, Take-Two Interactive fonde Private Division le 17 décembre 2017. Cette fois, l'idée n'est pas de créer un label d'édition et de développement de jeux vidéo, mais de créer un label pour financer et publier des jeux par des studios de développement indépendants de taille moyenne. Dès le début de l'année 2018, Take-Two déménage au 622 Broadway Avenue dans le quartier de NoHo à New York. Et c'est réellement à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à réellement dérailler. De son côté, 2K est désormais sur une cadence d'une dizaine de jeux par an, loin de la vingtaine il y a encore quelques années. Comme avec Rockstar Games, Take-Two cherche avant tout la qualité plutôt que la quantité. Private Division va distribuer son premier jeu avec Kerbal Space Program, développé par les équipes de Beatworks et de Squad.
Du côté de Rockstar, le rythme des grosses mises à jour de GTA Online passe de 4 par an à seulement 2 par an pour préparer l'arrivée de Red Dead Redemption 2. Ce dernier a été une nouvelle fois reporté au mois d'octobre 2018. Alors que tout semblait avancer dans la bonne direction, des événements tragiques vont venir perturber les plans de Take-Two. En novembre 2017, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis et succède donc à Barack Obama. Les idéologies du candidat démocrate pour le port d'armes à feu va faire dégénérer la situation aux États-Unis. Le début de l'année 2018 est un véritable bain de sang avec un nombre record de fusillades et de morts aux États-Unis. Le 14 février 2018, Nicolas Cruz, alors âgé de 19 ans, ouvre le feu et tue 17 personnes dans son lycée et devient l'un des plus gros massacres de ces dernières années. Pour les Américains, ça en est trop. De nombreuses manifestations éclatent aux quatre coins du pays demandant la fin de l'autorisation du port d'armes. Les célébrités, les partis politiques et les citoyens se mobilisent. Hélas, pour le camp de Donald Trump, la législation sur le port d'armes n'a rien à voir avec la montée en puissance de la violence et les nombreuses fusillades. Pour Donald Trump et son institution, le vrai responsable, c'est le jeu vidéo. Alors que dans un magasin comme Walmart, un jeune de 21 ans a le choix entre acheter un jeu ou un fusil d'assaut dans le rayon d'à côté, Trump estime que c'est le jeu vidéo qui est le responsable. Ainsi, le 8 mars 2018, soit 3 semaines après le massacre de Nicolas Cruz, Donald Trump convoque la plupart des éditeurs de jeux vidéo à la Maison Blanche pour une réunion extraordinaire. Take-Two est bien entendu convoqué avec d'autres éditeurs comme Activision, le développeur de Call of Duty, ou encore ZeniMax et Bethesda qui se retrouvent également à cette réunion pour tenter de défendre le jeu vidéo. Si le contenu de cette réunion n'a jamais été rendu public, il semblerait que l'institution de Donald Trump ait posé un ultimatum aux principaux éditeurs et développeurs de jeux vidéo, leur conseillant de limiter la violence et de réguler le contenu de leurs jeux, sous peine de possibles sanctions et d'un durcissement des lois américaines concernant l'industrie du jeu vidéo. C'est dans ce climat tendu que le développement de Red Dead Redemption 2, alors déjà bien entamé, se poursuit. En mai 2018, le jeu est à un stade très avancé de son développement et Rockstar se prépare à entrer dans sa phase de polissage. Au cours de ce même mois, la communication s'accélère avec un nouveau trailer, de nouvelles images et les premières previews. A la base, Red Dead Redemption 2 devait être un jeu uniquement solo. Le multijoueur, Red Dead Online, devait arriver plus tard sous la forme d'un stand-alone. Rockstar souhaitait se concentrer d'abord sur la partie solo, pour ensuite se concentrer sur la partie online et créer quelque chose de révolutionnaire et pas se contenter de créer un GTA Online version Far West. Au lieu de cela, Rockstar souhaitait prendre son temps pour concevoir un multi orienté RP, laissant la possibilité aux joueurs de gérer leur propre ranch. L'idée était clairement de retransmettre l'expérience solo de Red Dead Redemption 2, mais en ligne pour permettre aux joueurs de vivre leur propre expérience et de devenir de vrais hors-la-loi avec leurs amis. Mais cela ne fut pas du goût de Take-Two. Suite à l'immense succès de GTA Online qui était clairement le facteur principal des ventes stratosphériques de GTA V, Take-Two n'a pas validé cette idée. Pour l'éditeur, il était inconcevable de sortir un jeu comme Red Dead Redemption 2 en 2018 sans multijoueur. Selon Take-Two, les joueurs ne seraient pas prêts à payer le prix fort pour un jeu uniquement solo. Ainsi, dès le mois de mai, les premières grosses offres d'emploi sont mises en ligne par Rockstar San Diego pour rechercher de nouveaux développeurs pour accélérer le développement de la partie online. C'est à partir de là que les premiers désaccords entre Rockstar et Take-Two vont émerger. Au cours de l'été 2018, Rockstar accélère la communication autour de Red Dead Redemption 2. Les premières présentations de gameplay sont faites et la hype commence à monter en flèche. Le mois de septembre arrive, nous sommes à seulement un mois de la sortie du jeu et toujours aucune annonce concernant Red Dead Online. La communication de Rockstar s'intensifie encore et pas une semaine ne passe sans que de nouvelles informations et images ne soient partagées. C'est finalement le 19 septembre, à un peu plus d'un mois de la sortie du jeu, que Rockstar se décide à annoncer la bêta de Red Dead Online. Aucune image, aucun trailer, juste le minimum syndical pour annoncer qu'un mode en ligne sera lancé d'ici la fin de l'année 2018. On est loin de l'annonce en fanfare qui avait été orchestrée par Rockstar en juillet 2013 pour GTA Online. Red Dead Redemption 2 sort finalement le 26 octobre 2018 sur PS4 et Xbox One. Le jeu obtient la note incroyable de 97% en score Metacritic et confirme que Rockstar ne sait désormais faire que des jeux avec une qualité inégalée. En seulement 3 jours, le jeu rapporte 725 millions de dollars, soit seulement 80 millions de moins que GTA V. En 2 semaines, Red Dead Redemption 2 s'écoule à 17 millions d'exemplaires, soit quasiment autant que le premier Red Dead sorti 8 ans plus tôt. Pari une nouvelle fois réussi pour Rockstar qui semble plus que jamais s'inscrire en haut du panthéon du jeu vidéo. Mi-novembre, on apprend que GTA V vient quant à lui de dépasser la barre symbolique des 100 millions de jeux vendus. GTA V est officiellement le produit de divertissement culturel le plus rentable de l'histoire avec 7,5 millions de dollars générés depuis sa sortie en 2013. En 5 ans, GTA V aura permis de faire grimper le cours de l'action de Take-Two de 600%, du jamais vu.
Red Dead Redemption 2 devient officiellement le second lancement le plus rentable de l'histoire dans le jeu vidéo et le domaine de la pop culture, derrière GTA V. Pourtant, malgré toutes ces festivités, une question demeure. Qu'en est-il de Red Dead Online ? À ce moment-là, nous sommes à la mi-novembre et Rockstar n'a plus communiqué sur le titre depuis son annonce 2 mois plus tôt, ne laissant rien présager de bon. Alors que tous les fans redoutent un report, Rockstar communique au dernier moment. Le 26 novembre 2018, la firme étoilée annonce le lancement de la bêta de Red Dead Online pour le lendemain, le 27 novembre 2018 pour les possesseurs de l'édition Ultimate de Red Dead Redemption 2. Pour les joueurs possédant la version spéciale, ils auront accès à Red Dead Online dès le 28 novembre. Et enfin, pour tous les autres joueurs, le service sera lancé à partir du 29 novembre. Comme avec GTA Online 5 ans plus tôt, c'est dans le chaos le plus total que sera lancé le nouveau service en ligne de Rockstar avec de nombreux bugs de connexion en raison d'un trop grand nombre de joueurs. Pour les chanceux qui parviennent à accéder au serveur Rockstar, c'est la déception. Red Dead Online n'est finalement qu'un GTA Online au Far West, tout ce que la firme étoilée voulait éviter. Suite aux nouvelles directives de Take-Two, Rockstar n'a pas eu le temps de concevoir le mode en ligne qu'il souhaitait, d'où la mention bêta. On se retrouve ainsi avec un jeu qui bug, avec peu de contenu et quasiment aucun intérêt. En seulement quelques jours, Red Dead Online commence déjà à être délaissé, les joueurs préférant retourner sur GTA Online pour découvrir Arena War, la nouvelle grosse mise à jour. Au cours de l'année 2018, les tensions ont augmenté entre Leslie Benzies et Take-Two. L'ancien président de Rockstar North a fondé son propre studio, Royal Circus Games, et ce dernier aurait tenté de recruter des membres de chez Rockstar. Take-Two poursuit en justice son ancien employé, notamment pour violation de propriété intellectuelle. Take-Two accuse Benzies de vouloir créer une confusion avec l'acronyme de sa société Royal Circus Games, dont les initiales sont R, C et G, ce qui pourrait porter à confusion avec Rockstar Games, dont les initiales sont R, S et G. En octobre 2018, Leslie Benzies change donc le nom de son entreprise pour devenir Build a Rocket Boy. Dans leur procès entamé en 2016, Take-Two prend l'avantage avec pas moins de 12 des 18 réclamations de Benzies qui se voient être rejetées. Début 2019, la situation est assez mitigée du côté de chez Take-Two. Les relations avec Rockstar ne sont pas du tout au meilleur de leur forme. En interne, le développement d'un certain GTA 6 prend du temps et de nombreux désaccords commencent à peser lourd dans les deux camps. Red Dead Online est un échec et continue de creuser un fossé entre Rockstar et Take-Two. Pour limiter la casse, la firme étoilée propose une première mise à jour en janvier avec le pack de contenu Gun Rush, sans réel succès. Rockstar proposera donc une première grosse mise à jour dès le 26 février, avec pour la première fois depuis l'annonce de Red Dead Online en septembre 2018, des images et un trailer. Rockstar propose donc une amélioration de gameplay avec l'arrivée des défis, de nouvelles armes, de nouvelles émotes, de nouveaux vêtements, une amélioration de nombreuses options et fonctionnalités. Une mise à jour qui va relancer le service sans être impressionnant pour autant. Quelques jours plus tard, les premiers chiffres tombent et on apprenait à ce moment-là que Red Dead Online rapportait ainsi 5 fois moins d'argent que GTA Online qui entrait quant à lui dans sa 6e année. Pendant 3 mois, Rockstar va faire son possible pour maintenir en vie Red Dead Online en publiant des petites mises à jour de contenu, mais cela restait insuffisant. Contrairement à GTA Online, Rockstar n'a pas eu le temps de préparer ses plans et ne dispose d'aucune roadmap. La firme étoilée avance au jour le jour. En février 2019, Take-Two crée un nouveau studio pour le label 2K avec 31 Street Union. Le même mois, le litige avec Leslie Benzies prenait fin avec un règlement confidentiel, chacun des parties acceptant de supporter ses propres frais et dépenses, y compris les honoraires d'avocat. En mars 2019, Take-Two, Rockstar, 2K et Private Division sont endeuillés par l'annonce du décès de Ryan Brandt, le fondateur de Take-Two. Âgé de seulement 47 ans, Brandt succombe à un arrêt cardiaque. Sam Houser publie un communiqué de presse pour lui rendre hommage. En mai 2019, Take-Two rachète le studio Druva Interactive et fusionne ce nouveau studio avec la filiale Rockstar India. Le même mois, Rockstar Games annonce la fin de la bêta de Red Dead Online avec le lancement officiel du service via une grosse mise à jour. Avec cette mise à jour, Rockstar passe officiellement Red Dead Online en version 1.0 avec l'arrivée de nouvelles missions scénarisées en coopération, l'arrivée du poker, des améliorations de gameplay, un mode histoire qui fait son apparition, des missions du mode libre, de nouveaux modes de rivalité, de nouvelles armes, de nouveaux vêtements qui accompagnent donc cette grosse mise à jour qui signe le lancement officiel de Red Dead Online 6 mois après sa mise en ligne. L'année 2019 sera tout de même une bonne année pour Take-Two. Private Division distribuera ses 2 nouveaux jeux avec Ancestor The Human King Odyssey et The Outer Worlds. Du côté de 2K, ce sont une vingtaine de nouveaux jeux qui seront publiés, dont le très attendu Borderlands 3, ainsi que NBA 2K20 et WWE 2K20. Pour ce qui est de Rockstar, la firme étoilée lance son Rockstar Launcher en septembre 2019.
Red Dead Redemption 2 est confirmé sur PC en octobre 2019 et arrivera au début du mois de novembre en exclusivité sur le Rockstar Launcher et l'Epic Game Store avant d'être publié sur Google Stadia mi-novembre et sur Steam début décembre. Une nouvelle décennie s'offre à Take-Two avec l'année 2020. Et côté finance, tout est au plus haut. Les fans de Rockstar commencent à s'impatienter. Red Dead Redemption 2 entre dans sa deuxième année et cela fait déjà 4 ans qu'aucun jeu Rockstar ne fut annoncé. Cela fait déjà 7 ans qu'il n'y a plus eu de GTA et 9 ans que le dernier GTA fut annoncé. Les fans sont convaincus que 2020 sera l'année du renouveau. Hélas, ce sera l'année où tout va empirer. Le 4 février 2020, c'est l'onde de choc. Dan Houser, le coprésident et le cofondateur et le scénariste de Rockstar Games, quitte la boîte, quitte l'entreprise, c'est tout. Dan Houser, the co-founder of Rockstar Games and head writer on games like Bully, Red Dead Redemption and Grand Theft Auto, is leaving Rockstar and parent company Take-Two Games. Après 22 ans à la tête de Rockstar Games aux côtés de son frère, Dan Houser, le cofondateur de la firme étoilée mais également producteur et scénariste de quasiment tous les jeux Rockstar, quitte le studio. Quasiment 4 ans après le départ de Leslie Benzies, un nouveau gros départ vient frapper Rockstar. Et dès les premières heures, des éléments troublants frappent les fans comme le communiqué d'annonce de Take-Two qui est quasiment identique au mot près à celui de l'annonce du départ de Leslie Benzies. Quelques heures plus tard, des fuites laissent sous-entendre que de nombreux désaccords entre Take-Two et Rockstar sont à l'origine de ce départ. Une situation de crise serait en cours au siège social de Rockstar et de Take-Two avec une réunion en pleine nuit pour tenter de trouver un accord. Car oui, ce départ n'était pas prévu et les équipes de Rockstar l'ont appris au petit matin en même temps que la presse et les joueurs. Pour la première fois de son histoire, les studios Rockstar sont à l'arrêt, les employés demandant des explications refusant de travailler. Rien n'y fera, la décision de Dan Houser est prise, l'homme quittera officiellement l'entreprise au mois de mars 2020. Selon d'autres sources, c'est précisément l'écriture de GTA 6 qui poserait problème avec une nouvelle politique de Take-Two qui serait opposée à la vision de Rockstar. Et notamment à celle de Dan Houser, le responsable de l'écriture du jeu. Depuis 2018 et la convocation à la Maison Blanche, Take-Two change. L'époque anarchiste avec les nombreux procès où Take-Two et Rockstar ne craignaient personne est désormais révolue. Juste après la sortie de Red Dead Redemption 2, le journaliste Jason Schreier épingle Rockstar pour des conditions de travail intolérables au sein des studios de la firme étoilée. Selon des témoignages anonymes, les affaires de crunch se seraient calmées par rapport au développement de GTA 4 et Red Dead Redemption, bien que certaines semaines restaient assez intenses. En revanche, c'est la gestion des studios et notamment de la filiale Rockstar India qui posait problème. Une restructuration est donc imposée par Take-Two dès l'année 2019. De même, selon certains témoignages d'anciens membres de Rockstar, les studios de la firme étoilée étaient gérés comme des studios de Rockstar de musique, avec sexe, drogue, alcool et bien plus encore. Bien que ces dernières années la situation se soit grandement améliorée, la gestion des bureaux de la firme étoilée ne ressemblait pas du tout aux standards de l'industrie. En 2019, Take-Two a également demandé un changement de politique pour que les studios de Rockstar deviennent de vrais studios de développement dans les règles de l'art, oubliant le côté anarchiste. Mais c'est surtout au niveau du contenu des jeux que les choses vont poser problème. Take-Two demande des changements qui vont à l'encontre des convictions de Rockstar. On apprend ainsi que de nombreux vétérans ont quitté le studio et que les conflits s'intensifient. Tout cela serait donc la raison pour laquelle le 4 février 2020, après un énième scénario de GTA 6 refusé, que Dan Houser ait décidé de jeter l'éponge. Toujours selon les bruits de couloir, son grand frère Sam Houser ne serait pas passé loin du départ lui aussi. En revanche, son statut de président ne lui aurait pas permis de quitter aussi facilement l'entreprise, contrairement à Dan qui était quant à lui le vice-président. Dans cette même période, le monde est frappé par la crise du Covid. Le monde est à l'arrêt, les studios ferment, le monde apprend à vivre en télétravail et les choses ne vont pas arranger la situation. Jusqu'en avril 2020, tout sera à l'arrêt. Lorsque le monde recommence à tourner au printemps, Take-Two compte bien rattraper le temps perdu. Le studio Intercept Games est fondé par Take-Two. La firme rachète de nombreux studios dont Playdot, un studio de jeux mobiles, et Ruffian Games en octobre 2020 qui sera renommé Rockstar Dundee et qui rejoindra le label Rockstar Games. C'est en 2020 également que Take-Two signe un nouveau partenariat record avec la NFL pour publier des jeux sous licence à partir de 2021. Private Division publiera son 4e jeu avec 10 intégrations. De son côté, 2K publie 18 nouveaux jeux dont Mafia 2 et Mafia 3 The Definitive Edition, le nouvel opus de XCOM, NBA 2K21 et le fameux remake du premier Mafia en fin d'année. Pour ce qui est de Rockstar Games, la firme étoilée se contente de maintenir en vie Red Dead Online avec la publication des premières mises à jour de contenu qui restent à des années-lumière de la qualité des mises à jour de GTA Online. GTA V continue de se vendre comme des petits pains avec une moyenne de 5 millions de jeux vendus par trimestre.
Le succès est dû aux mises à jour de GTA Online qui continuent de gagner en qualité. La sortie du braquage de Cayo Perico avec la première extension de map de GTA Online va littéralement faire exploser les records de fréquentation. Jamais le jeu n'aura eu autant de joueurs actifs depuis son lancement 7 ans plus tôt en octobre 2013. En juin 2020, pendant la conférence de présentation de la PS5, Rockstar surprend tout le monde en annonçant GTA V sur PS5 et Xbox Series X, Series S. Et quand on dit que tout le monde a été surpris, on englobe même les développeurs de Rockstar qui n'étaient pas au courant. En effet, le développement de GTA V Next Gen a commencé après l'annonce de ce dernier. C'est pour cette raison qu'aucune image ne fut dévoilée et que le trailer d'annonce était un mash-up de plusieurs trailers sur PS4. Rockstar nous annonce donc une version étendue et améliorée qui sera, selon Tech2, bien plus qu'un simple portage. À la base, c'est bien un portage de Red Dead Redemption 2 qui aurait dû être annoncé lors de cette conférence. L'année se termine sur l'annonce du rachat de Codemaster par Tech2 pour la coquette somme de 973 millions de dollars. Les conseils d'administration de Tech2 et de Codemaster ont confirmé l'accord et la transaction devrait être finalisée au début de l'année 2021. Mais c'était sans compter sur Electronic Arts qui propose en décembre 2020 une contre-offre de 1,2 milliard de dollars. Tech2 retire donc son offre au début de l'année 2021 et laisse Electronic Arts s'emparer de Codemaster et des licences qui vont avec comme Dirt ou encore Formula One. La firme de Strauss Zelnick entame donc l'année 2021 sur les mêmes bases avec le rachat de nombreux studios. Dès le mois de mars, c'est HB Studios, les développeurs des jeux PGA Tour, qui rejoignent la famille 2K. En juin 2021, Tech2 réalise le plus gros rachat de son histoire avec le rachat du studio Nordus, les développeurs de Top 11 Football Manager, pour la somme folle de 378 millions de dollars. Au début de l'année 2021, un fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite investit 3,9 millions de dollars dans les actions de Tech2. Les années se suivent et se ressemblent pour l'entreprise de Strauss Zelnick qui ne semble pas être inquiète sur la partie financière. Private Division continue sa stratégie de publication de jeux indépendants et cette année-là, la firme va distribuer l'un des plus importants jeux indés avec le phénomène Hades. 2K de son côté ne publiera qu'un seul jeu avec NBA 2K22. Rockstar Games ne fera pas bien mieux. Red Dead Online est à l'abandon total et une seule mise à jour sera publiée avec très peu de contenu. GTA Online poursuit son chemin mais on ressent tout de même que le service commence à s'essouffler. La mise à jour du contrat en fin d'année avec le retour de Franklin Clinton et la participation de Dr. Dre va relancer l'intérêt du jeu. En octobre 2021, Rockstar fait leaker l'annonce de GTA The Trilogy The Definitive Edition. Pour la première fois de son histoire, Rockstar rate l'annonce de l'un de ses projets. Un mois plus tard, la sortie du jeu sera une catastrophe sans précédent pour la firme étoilée. Le jeu développé par Grove Street Games n'est pas prêt. Sur PS5 et Xbox Series X, Series S et PC, le jeu est tout juste acceptable avec des bugs qui ne sont pas gênants mais qui restent présents. Sur PS4 et Xbox One, les bugs sont plus problématiques sans parler de la version Switch qui est quasiment injouable. L'annonce et la sortie de GTA The Trilogy The Definitive Edition est une catastrophe et représente un flop sans précédent dans toute l'histoire de la firme étoilée. A la base, c'est GTA V qui était prévu pour le mois de novembre 2021. Suite à un retard de développement, le jeu fut reporté au premier trimestre de l'année 2022. Ne souhaitant pas se retrouver sans aucune sortie majeure pour la fin de l'année, Tech2 aurait demandé d'échanger les deux projets en sortant GTA The Trilogy en novembre 2021. Le problème, c'est que les modestes équipes de Grove Street Games n'étaient pas prêtes pour cette accélération du développement et le jeu n'était clairement pas prêt à sortir. GTA The Trilogy The Definitive Edition réalisera tout de même un lancement record avec 10 millions d'exemplaires vendus en seulement un mois. Sur PC, le jeu sera immédiatement mis hors ligne pendant quelques jours car des codes confidentiels étaient accessibles très facilement à tous les joueurs. Une fois de plus, l'année se termine dans la douleur pour Rockstar. Mais de son côté, Tech2 compte bien étendre encore plus son pouvoir. Dès le mois de janvier, la firme de Strauss Zelnick annonce le rachat du label Zynga pour la somme record de 12,7 milliards de dollars. Une somme astronomique jamais déboursée par l'éditeur à ce jour. Avec Zynga, Tech2 met la main sur une dizaine de studios mobiles qui génèrent chaque année plusieurs milliards de dollars de bénéfices. Tech2 met également la main sur le moteur physique Euphoria, utilisé par Rockstar depuis 2008 pour développer ses jeux vidéo. Grâce à cela, Rockstar va pouvoir intégrer nativement le moteur physique Euphoria au moteur graphique Rage. Le 23 mai 2022, la transaction est validée par les conseils d'administration de Tech2 et de Zynga. Tech2 devient donc propriétaire de 4 labels avec Rockstar Games, 2K, Private Division et Zynga. Plus que jamais, la firme de Strauss Zelnick devient un mastodonte de l'industrie du jeu vidéo, rivalisant avec les grands groupes comme Embracer, Ubisoft, Sony ou encore Microsoft et Electronic Arts. Lors de ce même mois, Strauss Zelnick prolonge son contrat à la tête de Tech2 et confirme qu'il restera le PDG jusqu'en 2029.
En 2022, ce sont 7 nouveaux jeux 2K qui sont publiés. Le rythme de production et de sortie ralentit d'année en année pour vraiment se concentrer sur de grosses licences. Ainsi, 2K publie WWE 2K22, Tiny Tina Wonderlands, The Quarry, NBA 2K23, PGA Tour 2K23, New Tales from the Borderlands et Marvel Midnight Sun en 2022. Pour la première fois, il s'agit essentiellement de gros hits. Private Division de son côté aura permis la distribution de 2 nouveaux titres avec Holy Holy World et Rollerdrome. Pour ce qui est de Rockstar, la firme étoilée sortira le portage de GTA V en mars 2022, un portage décevant qui n'a rien d'une version étendue et améliorée. Le jeu est en réalité un portage de la version PC disponible depuis 2015. Aucun contenu supplémentaire, quelques bugs mineurs mais néanmoins présents sur PS5, un gap graphique décevant par rapport aux versions PS4 et Xbox One qui, pour le coup, était bien plus qu'un simple portage. Red Dead Online est à l'agonie, un seul pack de missions Telegram arrivera en septembre 2022. Le jeu est déserté par les joueurs qui commencent à se mobiliser avec le mouvement Save Red Dead Online qui ne changera rien malheureusement. En fin d'année 2022, Strosgenic confirme que Take-Two ne demandera pas l'arrêt du service et que tout repose entre les mains de Rockstar désormais. Une déclaration assez déplacée quand on sait que c'est en partie les volontés de Take-Two qui auront mis en péril la vision de Rockstar pour Red Dead Online. Du côté de GTA Online, l'année 2022 sera la plus calme en termes de sortie et de fréquentation. Malgré la sortie du jeu sur PS5 et Xbox Series X, Series S, les ventes ne repartiront pas à la hausse et vont continuer de stagner. Les mises à jour vont se faire rares et surtout moins impressionnantes que les précédentes années avec une mise à jour de décembre Drug Wars assez décevante. GTA Trilogy n'est toujours pas stable sur la plupart des supports et les mises à jour tardent à arriver. Alors que la licence GTA fête ses 25 ans fin 2022, Rockstar reste silencieux, laissant les fans dans l'attente qui devient très longue. De son côté, les ventes de Red Dead Redemption 2 repartent à la hausse grâce à de belles promotions lors du Black Friday. Le 4 février 2022, Rockstar Games confirme officiellement le développement du prochain opus de la série Grand Theft Auto via un article sur leur Rockstar Newswire et un tweet sur leur compte officiel Twitter. Seulement 2 petites phrases qui vont avoir l'effet d'une bombe. Le tweet en question deviendra le tweet le plus liké de l'histoire de Twitter dans la partie jeux vidéo. La situation reste tout de même de plus en plus préoccupante concernant Rockstar Games. Après les leaks et le lancement catastrophique de GTA The Trilogy fin 2021, après le lancement, la communication et le contenu décevant de GTA V sur PS5 et Xbox Series X, Series S en mars 2022, la situation va drastiquement empirer pour Rockstar le 18 septembre 2022, au lendemain de l'anniversaire de GTA V. Plus de 90 vidéos sur GTA 6 leak sur le net. Il s'agit de la plus grosse fuite de l'histoire de Rockstar Games, mais également l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo. Une grosse partie du jeu est ainsi divulguée avec les personnages principaux, le lieu où se déroulera le jeu, des missions principales et secondaires qui sont listées, des éléments liés à un possible mystère. C'est une catastrophe sans précédent pour Rockstar et Take-Two. Pire encore, un hacker menace Rockstar de divulguer de nouvelles informations et de vendre les codes sources de GTA V ainsi que de GTA 6 et de GTA Online sur internet. Le pire dans tout cela, c'est que des éléments primordiaux autour du code source du moteur Rage seraient présents dans les fichiers de GTA V et de GTA 6. Ainsi, si le hacker ne bluffe pas et qu'il vend les codes, ce serait l'avenir de Rockstar qui pourrait se jouer. La semaine du 19 septembre 2022 sera d'une très haute intensité avec Take-Two qui saisit le FBI pour lancer une véritable chasse à l'homme pour retrouver le responsable de ce piratage. Finalement, 5 jours plus tard, un jeune garçon de 17 ans est appréhendé au Royaume-Uni. L'affaire sera immédiatement traitée dans la plus grande discrétion. En soutien envers Rockstar Games, en proie à de nombreux reproches de la part d'une grande partie de la communauté de joueurs déçus des vidéos de GTA 6 ne comprenant pas qu'il s'agit de versions alpha et bêta, une grande partie de l'industrie se mobilise et publie des vidéos de leur jeu en version bêta pour soutenir la firme étoilée. C'est le cas de Naughty Dog avec The Last of Us et Uncharted 4, de Santa Monica Studio avec God of War ou encore de Rare avec Sea of Thieves. L'année 2023 débute dans le plus grand des calmes pour Take-Two. Aucun rachat, aucune création de studio, aucune sortie de la part de 2K ou Private Division, aucune sortie et aucune annonce de la part de Rockstar Games. Cela faisait longtemps que Take-Two n'avait pas commencé une année avec un premier trimestre si calme, en espérant que ce soit le calme avant la tempête. L'éditeur se remet péniblement de cette fuite massive annonçant au cours de son traditionnel bilan trimestriel auprès des investisseurs que Take-Two n'était pas du tout inquiété des retombées économiques de ces leaks, mais que c'était surtout le côté humain qui était problématique avec des équipes de chez Rockstar anéanties de voir leur travail être volé et présenté avant que tout ne soit prêt.
L'avenir s'annonce magistral pour l'entreprise de Strauss-Zelnick. Private Division devrait publier 2 titres en 2023 avec Kerbal Space Program 2 et After Us. 7 jeux non annoncés sont également prévus pour être publiés par le label à partir de 2024. De son côté, 2K est au travail sur 6 jeux dont les prochains NBA 2K, WWE 2K, NFL 2K, mais aussi et surtout Mafia 4, un nouvel opus de BioShock et un jeu non annoncé de 31 Street Union. Pour ce qui est de Rockstar Games, GTA V stagne mais continue de se vendre aussi bien que les jeux qui viennent de sortir. Le jeu fêtera ses 10 ans en 2023 et on espère plus que tout que ce sera l'année du renouveau. On le sait tous désormais, GTA 6 est en développement. Tous les fans espèrent que 2023 sera l'année de la confirmation avec enfin des informations concrètes par l'intermédiaire d'un logo, des premières images et du premier trailer. Bully 2 fut officiellement annulé avant même son annonce. Agent est porté disparu et ne sortira probablement jamais. Un remaster de Red Dead Redemption était en préparation et ce dernier fut annulé suite à l'échec de GTA The Trilogy. Personne ne sait si le portage de Red Dead Redemption 2 est toujours d'actualité. Selon les rumeurs, les 2 projets certains qui seraient en cours du côté de chez Rockstar sont GTA 6 et un projet mystérieux du côté de chez Rockstar Dundee. Alors que Take-Two se prépare à fêter ses 30 ans en septembre, la société fondée par Ryan Brandt est parvenue à s'imposer parmi les plus grands et devenir l'un des piliers de l'industrie du jeu vidéo. Pendant une vingtaine d'années, Take-Two et Rockstar représentaient les bad boys du jeu vidéo, ne reculant devant rien et craignant personne, n'hésitant pas à casser les codes quitte à enchaîner les procès qui ont tous été, pour la plupart, remportés sans grand problème. Mais depuis quelques années maintenant, Take-Two change radicalement sa politique et s'éloigne de ses fondamentaux. Désormais, la firme semble vouloir tout miser sur les profits et la quête d'argent sans se soucier du reste. En mars 2022, avec la sortie de GTA V, Rockstar Games a lancé le service GTA+, qui, à la base, devait simplement apporter des avantages aux joueurs. Il y a fort à parier que le service va dériver et que du contenu exclusif soit de plus en plus proposé sur cet abonnement. Take-Two obéit aux volontés du gouvernement américain et propose une politique bien plus sage. En 2021, GTA The Trilogy The Definitive Edition se voit censuré avec le drapeau des Confédérés supprimé du t-shirt de Phil Cassidy. En mars 2022, c'est GTA V qui est censuré avec le retrait des PNJ transgenres. Avec le départ de Leslie Benzies et de Dan Houser, les changements de politique et les restructurations, sans oublier les rumeurs concernant le départ de Sam Houser après la sortie de GTA 6, les fans de Rockstar Games sont loin d'être optimistes et confiants pour l'avenir. Outre les soucis en interne, ce sont les projets Rockstar qui souffrent de ces changements avec un Red Dead Online à l'abandon, GTA The Trilogy qui ne corrige pas ses problèmes au point de ressortir sur Steam et l'Epic Game Store au début de l'année 2023 sans aucun patch. Les soucis de communication avec les leaks sont loin d'être rassurants. Désormais, tous les espoirs reposent sur GTA 6. Il s'agit clairement du prochain projet principal de Rockstar. Comment passer après le phénomène GTA V ? Le jeu sera-t-il l'ultime projet de Rockstar qui verra Sam Houser, le dernier membre fondateur, quitter le studio ? Tant de questions qui resteront pour le moment sans réponse. On espère que l'annonce et le reveal officiel du jeu ne seront pas décevants et on espère surtout que Take-Two laissera à Rockstar sa liberté créative pour nous proposer un vrai GTA digne de ce nom. L'avenir de la firme de Strauss-Zelnick s'annonce radieux, avec des labels compétents ayant entre leurs couloirs de leur studio de nombreuses licences phares. Mais un départ de Sam Houser et un échec de GTA 6 pourraient bien conduire à la fin du Rockstar que nous connaissons tous, et pourraient bien faire entrer Take-Two dans une nouvelle ère qui pourrait être beaucoup moins brillante que les 3 dernières générations. Rendez-vous dans les prochaines années pour suivre l'évolution de Take-Two Interactive. The day is done, the time has come. You've battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest.
to find